Focus Podcast. Bienvenue à toutes et à tous sur ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler de force, mais pas seulement de muscles. On va parler de transmission, de performance réelle, de ce qui fait la différence entre quelqu'un qui s'entraîne dur et quelqu'un qui devient vraiment efficace dans son sport. Mon invité cumule les casquettes, ancien champion de JJB, préparateur physique, instructeur et team leader chez Strong First. Et surtout un spécialiste de la force utile, celle qui sert sur le terrain, sur les rings ou sur le tatami. Après plus d'une décennie au plus haut niveau, notamment auprès d'athlètes de volley professionnels, il a développé une vision claire. La vraie puissance ne vient pas seulement des bras, elle vient du sol. Comment on transfère la force du bas du corps vers le haut? Pourquoi les hanches sont le moteur du mouvement? Et qu'est-ce qui distingue un bon préparateur d'un très bon préparateur? Bref, aujourd'hui, on va comprendre comment devenir fort pour de vrai. Allez, c'est parti, bonne écoute à tous. Loïs Robin Monaco, bienvenue sur le podcast. Salut Seb. En forme aujourd'hui? Ouais, ça va. Et toi? Ouais, ça va, nickel, plutôt bien. J'avais noté donc avec toutes les casquettes que tu cumules aujourd'hui, comment tu te présenterais si on te demande qui tu es? Je suis en burn-out. Ah ouais, total. Comment je me présenterais? Écoute, je suis coach et préparateur physique, avec des compétences dans certains domaines que j'ai un peu poussées, plus que les autres. Mais je suis coach parce que je continue de coacher. Alors, je coach relativement plus de professionnels aujourd'hui dans mon suivi à distance. J'ai plus des coachs sportifs et des kinés du sport qui me contactent pour assurer leur suivi pour leur entraînement. Mais j'ai encore quelques personnes que je suis. Généralement, il y a toujours une petite balance préparation physique aussi quand je coach des gens en salle. J'ai pas mal de gens qui viennent de l'escalade. Tu sais, des profils un peu master. Tu vois, 35-40 ans qui veulent continuer à progresser en escalade, en natation ou dans d'autres sports. J'ai peut-être une ou deux personnes que je suis en coaching, dont une personne que je suis depuis presque plus de 15 ans. On a fait plus de 800 séances de coaching ensemble. Ok. Ouais, c'est trop cool. Et puis voilà, donc après, j'ai mon activité de préparateur physique avec le groupe de l'Olympique Nice Natation avec Fabrice Pellerin à Nice. J'ai mon activité de formateur pour Strong First. Puis j'ai mon activité aussi, on va dire, j'aime pas le terme conférencier, ça fait un peu... Mais bon, j'interviens sur de la formation comme avec Fred Cossé sur Athletic Move, voilà, où je vais intervenir aux rencontres de la performance là avec Julien. Voilà. Ouais, j'ai vu ce petit week-end là, c'est cool. Ça n'empêche, j'aurais déjà interviewé 3 intervenants qui vont intervenir là-bas lors de ce week-end. Ah ouais, c'est cool. Et puis, moi, en plus, je fais la certification Strong First en même temps. Donc, on organise la certification Strong First. Je m'échappe, je vais faire ma conférence, je reviens. Ça va être un week-end chargé encore. Ouais, j'imagine. Pour ça, j'avais dit merci de me donner de ton temps avec tous ces projets là. Mais comment on fait donc pour jongler vraiment entre toutes ces disciplines, ton entraînement personnel, parce que je pense que tu restes tout de même sportif, et puis une vie perso? En fait, je pense que... Bon, déjà, quand tu commences à prendre de l'âge, là, j'ai 43 ans aujourd'hui, tu passes quand même par beaucoup de phases. En fait, moi, j'ai compris qu'il y avait des phases où il fallait mettre l'accélérateur. Genre, quand j'ai eu 30 ans, j'ai eu une phase entre 30 et 35 ans où j'ai vraiment mis l'accélérateur. Donc, j'ai bossé beaucoup. J'ai fait des semaines de 75 heures, 80 heures quand il fallait. Mais ça te donne aussi le timing de... Et j'ai jamais arrêté de m'entraîner. Donc, je m'entraînais, je bossais, etc. Mais du coup, après, ça te donne les choses qui sont les plus efficientes en entraînement pour toi, pour gagner du temps. Ça te donne les choses qui sont les plus efficientes dans ton organisation quotidienne, les outils que tu vas utiliser, les personnes avec lesquelles tu vas travailler, qui vont être des personnes ressources avec lesquelles tu peux déléguer quand il y a besoin ou qui vont te remplacer quand t'es pas là. En fait, tout ça te permet de gagner du temps, de faire les bons choix, et ça rejoint un peu un autre point aussi qui est un peu en rapport avec ce que j'ai toujours voulu faire dans ma vie, c'est augmenter mon niveau de compétence pour pas avoir à continuer à faire beaucoup d'heures. Donc, je peux faire pas mal de choses, mais au final, bon, aujourd'hui, j'ai quand même des semaines qui sont solides, mais j'ai plus des semaines de 80 heures. Et parce que
avec le niveau de compétence, quand t'es un peu mieux payé pour faire des choses, on va le dire comme ça aussi, t'as moins de besoin de bosser, donc tu peux faire des choses variées, te faire plaisir, avoir du temps pour t'entraîner et trouver un équilibre. Après, c'est aussi une question de profil. Si t'as envie d'être à 16h à la maison et mettre les pieds sous la table et prendre l'apéro, c'est pas la bonne vie, quoi. C'est sûr que c'est pas du tout je rentre plusieurs soirs par semaine à 22h chez moi, quoi. Mais tu arrives quand même à comment dire, c'est pas un problème pour toi, comme tu dis, parce que c'est des choses que tu aimes faire et aujourd'hui, tu prends des trucs qui t'animent. Tu prends plus peut-être comme avant, ou je pense au début de ta carrière où tu prenais un peu peut-être tout ce qui venait justement pour rentrer de l'argent. Et aujourd'hui, justement, avec les compétences, tu peux te permettre de choisir vraiment que des trucs qui t'animent et de rentrer à 22h, c'est pas un problème, quoi. Non, c'est pas un problème. Et puis t'as aussi un truc, c'est que les choses, quand tu les fais bien, elles s'apportent mutuellement. Tu vois, par exemple, le thème de mon intervention sur Athletic Move 2 avec Fred Cossé, c'est l'approche écologique du développement de la force. Là, le thème de mon intervention aux rencontres de la performance, c'est la même chose, mais en plus court, mais sur l'entraînement sportif en général. Donc, approche écologique et systématique. Je vais pas faire du tout la même chose que j'ai fait sur Fred, mais j'ai une trame qui m'aide. Je vais faire des nouvelles recherches, je vais trouver des nouvelles études, je vais trouver des nouvelles niches à explorer pour présenter justement une partie différente de mon travail. Mais cette partie de mon travail va m'amener des nouvelles portes quand je vais travailler avec des gens. Elle va m'amener, quand je vais discuter avec quelqu'un pour un premier rendez-vous, elle va m'amener des réflexions peut-être qui vont faire que la personne, elle va accrocher plus sur le travail qu'on va faire parce qu'en fait, j'ai plus d'outils à lui proposer. Et en fait, tout ça, ça fait en fait une sorte d'effet boule de neige où je gagne du temps. Parce qu'en fait, quand je prépare les rencontres de la performance, j'ai 3 études qui vont me resservir pour une autre formation, pour moi perso, pour travailler avec mes sportifs de haut niveau. Et donc, c'est un temps gagné. Quand je travaille avec mes sportifs de haut niveau, que j'apprends ou à lâcher prise, ou à être un peu plus sévère, ou à tenter une approche, ça me fait apprendre aussi et je peux l'essayer peut-être après 6 mois après avec un kiné du sport qui cherche plutôt un entraînement hybride à distance. Ouais, chaque chose apprise est bénéfique après par la suite, quoi. Ouais, j'essaie vraiment de faire en sorte que les choses fassent effet boule de neige et qu'elles puissent être intriquées pour m'aider. Sinon, ça serait trop dur. Si je devais tout séparer et qu'il n'y avait rien qui était connecté, ça serait... Ouais, ça serait une perte de temps monumentale. Si on revient un petit peu donc à un moment clé de ta vie, parce que bon, tu as quand même été athlète pendant longtemps, et que tu es encore d'ailleurs, il me semble, parce que tu as fait encore quelques compétitions. Ouais, ça remonte un petit peu, maintenant ça remonte à 2 ans. Ouais, j'allais dire dans les dernières années, là, ouais. À quel moment vraiment tu passes donc de je veux être fort à je veux rendre fort les autres? Le truc, c'est que je pense que ça, c'est un truc ça m'est très personnel. Mais je me suis toujours plus défini comme un coach que comme un athlète. C'est-à-dire que j'ai fait du sport, je faisais de la compétition. Mais tu vois, quand je faisais de la compétition, je pouvais tout de suite je faisais des sports de combat, on allait sur un lieu de compète. C'était plus logique pour moi de coacher les autres, de dire attendez, on fait un échauffement, venez, on fait l'échauffement que j'ai décidé. Donc ça, c'est le petit côté dominant aussi qui va avec le côté aussi, tu vois. Et en fait, il y a des sportifs, je pense, souvent les bons sportifs, ils vont avoir ce côté dominant dans leur pratique. Je veux être le meilleur, je veux être le numéro 1. Moi, j'avais plutôt ce côté venez, j'ai une bonne idée et on va s'entraîner ensemble. Et en fait, ce que je te décrivais il y a 2 secondes là sur les choses qui sont intriquées ensemble, je l'avais déjà. C'est-à-dire qu'en fait, je voulais faire de la compète parce que je sais même pas si c'était pour les bonnes raisons, mais t'as envie d'être meilleur, t'as envie d'être fort, t'as envie d'être reconnu dans les sports de combat en plus. Voilà, t'as un petit peu ce petit côté alpha qui ressort. Mais j'ai toujours voulu être un coach et vraiment, je pense que c'est dans mon ADN. C'est-à-dire que je préférais commencer le cours, faire l'échauffement au début du cours, montrer une technique si j'avais trouvé un truc. Voilà, c'est vraiment ce qui me définit. Donc, la transition, elle n'a pas été claire. Aujourd'hui, c'est juste que j'ai plus envie de faire de la compétition. Après, j'ai été un peu gourmand. La dernière fois que j'ai fait de la compète, j'ai fait une compète d'escalade une semaine et une compète de JJB la semaine d'après. Donc, ça m'a un peu calmé aussi en termes de fatigue. Ou l'inverse, je sais plus si j'ai fait JJB escalade, mais je crois que bref, ça m'a un peu calmé. Et j'ai moins le besoin de prouver les choses. En fait, je pense que la compète, c'est beaucoup prouver.
Et je m'éclate beaucoup plus dans mes rapports avec les sportifs. Donc je pense que cette transition, elle s'est faite très honnêtement avant mes 20 ans, je pense. Et donc, pour avoir le statut de coach, donc cette fois-ci réel, tu étais passé par un BPGEPS à l'époque? Non, j'étais passé par le BEMF, donc brevet d'état des métiers de la forme, qu'il y avait avant. Avant le BPGEPS, t'avais deux diplômes. T'avais la CUMES. Alors tous les gens qui ont la CUMES, là je vais les vanner un peu parce que j'ai plein de copains à CUMES. Et tous les gens qui ont la CUMES savent, les gars, on sait que c'était le diplôme le plus dur depuis l'histoire de la création. Mais c'était vraiment un diplôme. Pour le coup, la CUMES, il y avait des. Si tu tapes, tu termines le podcast, tu regardes les standards en muscu de la CUMES. Je pense que si tu les mets aujourd'hui, tu demandes à Fitness Park, les gens qui me rencontrent, qui atteignent les standards peuvent rentrer s'entraîner, la salle est vide. Littéralement. C'était tellement dur. Bon, il y avait des trucs, il fallait faire 50 dips pour avoir 50 dips pour avoir. Ça, c'était. T'avais une épreuve haltéro, t'avais une épreuve force et une épreuve muscu, je crois. Donc, ils choisissaient un peu. Mais je crois que si tu faisais 50 dips, t'avais 12 sur 20, un truc comme ça, tu vois. Ah ouais, j'avoue, les standards étaient vachement élevés. C'était 25 tractions, c'était un truc, les niveaux de force, voilà. Accessoirement, nous, en BEMF, on avait des standards assez élevés aussi sur la muscu. Le diplôme était structuré complètement différemment que ce qu'il est structuré aujourd'hui. On avait des épreuves préliminaires à faire, on avait des trucs. Les épreuves écrites étaient assez costauds. Hein. T'avais l'épreuve écrite qui était une épreuve nationale sur la physiologie ou les connaissances scientifiques. Je crois que la moyenne nationale a été de 8, quoi. 8 sur 20. Donc, et il y avait dans le lot, il y avait des master STAPS, il y avait pas mal de gens qui avaient fait des études supérieures et qui venaient se reconvertir sur le BE. Donc c'était costaud. Et souvent, en plus, on allait les passer. On était formés dans des organismes et on allait les passer en candidat libre. Donc t'avais pas, tu sais, le BP maintenant, encore plus le CQP. T'as un sujet 2 jours avant, tu bosses ton sujet, tu passes ton examen. Nous, on avait le sujet 1 heure avant, on l'écrivait, on passait en situation, et puis si tu l'avais pas, tu revenais l'année d'après, quoi. Il y avait pas de rattrapage. Ah ouais, carrément. Donc ça te faisait perdre une année. Enfin, perdre. Après, voilà, t'apprenais quand même d'autres choses, je pense, sur l'année en cours. C'était toujours bénéfique, mais ouais, tu perdais une année de pratique salariale, on va dire. Je crois que sur les gens qui se présentaient, il y avait les gens qui l'avaient du premier coup, il y avait 15% de réussite. Il y avait beaucoup de gens qui avaient eu. En fait, il y avait 3 UC, donc il y avait beaucoup de gens qui avaient eu un UC, qui revenaient. Alors c'était folklore parce qu'on était on le passait au Krebs de Voiron. Il y avait plusieurs Krebs où tu pouvais le passer. Ça se faisait au mois de juin, donc il faisait beau et tout. Bon, c'était un peu ambiance. Il y avait beaucoup de. Je vais être méchant aussi, mais il y avait beaucoup de losers, quoi. Il y avait beaucoup de mecs qui revenaient pour la 20e fois et qui voulaient donner des conseils à tout le monde. Et c'était, ouais, ça faisait du step, il faisait des cours de step dans l'herbe, l'autre il jouait de la guitare. Enfin, c'était très. Il y en a qui venaient, je pense, uniquement pour faire la fête, draguer, faire des trucs. Enfin, c'était un peu bizarre, quoi. Mais après, donc toi, quand tu as fait donc ta transition donc en tant que coach, t'es parti dans quel sport? Est-ce que tu es resté donc sur le jiu-jitsu brésilien, sachant que tu étais issu de ce monde-là, ou est-ce que tu as commencé à coacher directement au muscu par rapport à ce que tu avais vu sur tes cours? Non, moi j'ai coaché en salle. En fait, j'ai commencé à coacher dans une salle. Alors j'ai eu la chance de bosser dans une salle qui était vraiment un ovni pour l'époque, et je pense que des formats comme ça, on n'en verra quasiment plus. Qui était une sorte de salle tout public. Le patron Dan, il était très visionnaire sur ce qu'il a fait à l'époque. On avait décidé de parler d'entraînement aux gens. À une époque, je te rappelle l'époque, on est plutôt sur 2005. On parle que de fitness. Donc on est sur une époque dans le fitness, dans l'entraînement, où t'as pas le paysage qu'on voit aujourd'hui. Je prends la Côte d'Azur, il y a 3 salles sur toute la Côte d'Azur, peut-être, mis à part les toutes petites salles. Donc t'as pas un fitness park et un basic fit tous les 250 mètres. Le monde du sport, les gens font du sport de leur côté, c'est-à-dire qu'ils sont au club ou ils font de la course à pied, ou ils vont dans une salle, mais t'as pas beaucoup de gens qui font les deux. T'as pas de triathlète qui va faire des cours de bike ou de RPM parce qu'il a pas accès. Donc on est dans ce monde-là, et nous on commence à structurer un truc où on parle d'entraînement aux gens. On change la façon dont on change des cours d'abdos fessiers. On en fait des cours vraiment où on entraîne le corps, ce qu'on appelle le corps à l'époque. Donc on est plutôt sur un travail déjà relativement moderne. Tu vois, on met déjà ce qu'on va donner après, les noms sont changés au fil du temps, mais on va mettre de la Copenhagen Plank.
On va mettre du Nordic, on va mettre du travail avec Gimbal pour travailler les ischios, certaines planches. Tu vois, ce qu'on va faire se tir de pote avec le Gimbal. On va mettre des trucs qui n'existent pas. Et à un moment, il prend une décision, il met un mur d'escalade aussi dans la salle, un gros mur d'escalade. Donc en plus, on met en place des systèmes de cours qui sont avec du cross-training, mais dès 2010, on a des entraînements croisés. Donc on met en place énormément de trucs qui fait qu'on parle d'entraînement aux gens et du coup on attire aussi une clientèle sportive, ce qui fait que je pense un an après être coach, je travaille avec un athlète qui fait les Jeux Olympiques en voile, qui est Stéphane Christidis, si je me rappelle bien. L'année d'après, je travaille avec Christophe Canclot, qui est devenu mon ami et que j'ai accompagné pendant plusieurs années après, qui a été jusqu'à numéro 4 WBA en boxe anglaise. Et on récupère le groupe en prépa physique de Fabrice Pellerin, donc en 2011, avec Yannick Agnel, Camille Muffat, et voilà. Et donc, jusqu'après l'aventure qui est connue pour les gens, puisqu'en fait, ils font le record de médailles au JO de Londres. Donc voilà, moi j'ai eu la chance de travailler dans les deux milieux. Et ça, c'était... donc j'avais vraiment le milieu fitness, c'est-à-dire que je pouvais coacher un athlète de haut niveau à 15 heures, coacher deux personnes, tu vois, une personne un peu en obésité, pour la perte de poids, une personne qui a mal au dos à 17 heures, monter, me changer, mettre un short, un t-shirt court, donner un cours de body pump devant 80 personnes, me changer, remettre des gants de MMA, des bandes de boxe, donner un cours de body combat, sortir de là et aller m'entraîner en sport de combat à 20 heures. Ouais, c'était assez rythmé, on va dire, tes débuts. Ouais. Et donc, je faisais tout ça dans la même journée, quoi, souvent. Qu'est-ce qui fait la différence entre un coach sportif et un préparateur physique? Est-ce que c'est l'évolution, on va dire, ou est-ce que c'est totalement deux choses différentes? Alors, si t'entends l'évolution comme un Pokémon, c'est que avec la forme finale serait le préparateur physique, je pense pas. Je pense que t'as des domaines de compétences qui peuvent être très similaires, alors le coach en général, il va avoir plus les problématiques classiques qu'on retrouve en salle, hein. La personne de 35-50 ans qui a besoin de prendre du temps un peu pour elle et qui décide de faire une activité physique, les gens qui veulent perdre du poids, les gens qui veulent se muscler, le terme qu'ils utilisent, se tonifier, des termes classiques. Le préparateur physique, il est censé intervenir avec des sportifs comme étant une sorte d'entraîneur adjoint en charge de l'entraînement physique, ce qui serait, grosso modo, selon les définitions de Michel Pradé, tout ce qui n'est pas en lien avec l'activité. Donc une fois que l'entraîneur a fait faire du travail spécifique, une fois qu'on s'est posé la question de comment on peut améliorer la performance au mieux par l'activité, le préparateur physique serait celui qui serait en charge de l'améliorer avec les autres moyens, généralement la salle de musculation, mais pas que. Pour moi, la principale différence, elle est surtout dans le fait que je pense que les préparateurs physiques interviennent la plupart du temps avec des sportifs dont la vie est relativement cadrée. C'est-à-dire que moi, tu vois, les sportifs avec lesquels je travaille, même s'ils font un peu la fête le week-end une fois de temps en temps, ils se lèvent, ils viennent s'entraîner, ils mangent, ils font une sieste, ils reviennent s'entraîner, ils mangent, ils dorment. Ils n'ont pas à 17h un appel le petit il est à la crèche, il est malade, le truc il a ça, le boulot. Ils ont pas, de temps en temps, il y en a un qui passe un diplôme, qui est absent 2 jours. Donc ils ont un style de vie cadré qui nous permet de mettre une très grande intensité et de pousser très fort dans l'entraînement. Quand tu travailles en salle, c'est pas la même chose. Les gens, ils ont des vies, ils ont du stress, et en fait, tu sais jamais vraiment dans quel état ils arrivent. Ce qui peut être le cas avec les sportifs, du fait de leur entraînement. Ils ont pu avoir une très grosse séance de volley, de natation. Mais les gens, souvent, ils ont pu avoir surtout un très gros événement contextuel dans leur vie. Et pour moi, au-delà de l'objectif, parce que finalement, quelqu'un qui veut perdre du poids, il peut faire la même séance, quelque part, d'intensité qu'un mec qui veut progresser en course à pied. Ça peut être un fractionné, ça peut être une séance de renfo. L'objectif de la séance, il est pas si important que ça, tant que tu colles à la phase dans laquelle t'es. Par contre, l'influence du contexte pour un coach sportif,
elle est intéressante, d'autant plus que le coach sportif, il doit faire preuve un petit peu de beaucoup d'humanité. Il doit être très, en général, il doit essayer d'être bien comprendre ce qui se passe pour les gens. Et puis aussi, le coach sportif, il a un côté skin in the game. Souvent, c'est les gens qui le payent. Donc, s'il est pas bon et s'il a pas de résultat, prépa physique aussi, tu peux avoir du travail à risque, mais t'es payé par une structure. T'as pas ce rapport direct avec la personne qui me paye et la personne que je coach. Probablement un peu différent dans certains sports comme le tennis, le golf, quand je travaille avec des athlètes en one-one. Est-ce que pour t'orienter vers un sport en tant que préparateur physique, est-ce que pour toi, il faut forcément l'avoir pratiqué pour comprendre un peu les besoins de l'athlète ou juste en regardant, bon, peut-être qu'à maintenant avec l'expérience en regardant, je pense que tu peux comprendre tout simplement de quoi l'athlète a besoin, mais est-ce qu'au début, par exemple, tu t'es dit, bah tiens, pour l'escalade, est-ce qu'il va falloir que j'en pratique pour pouvoir comprendre? Est-ce que pour la natation, idem? C'est une des plus grosses questions de la prépa physique, entre le prépa physique spécialiste et le prépa physique un peu plus général. T'as l'analyse de l'activité, qui te permet normalement de savoir à peu près où t'en es. T'as l'analyse du sportif, qui te permet de savoir où t'en es aussi. T'as ta propre sensibilité, qui te permet de t'adapter. Le problème, c'est que quand si toi ou moi, alors je connais pas ton background sportif, mais moi, si je vais nager, je vais avoir des sensations musculaires qui sont pas du tout celles de mes athlètes. Logique, ouais. Donc, du coup, est-ce que les sensations que je vais avoir sont celles que l'athlète doit gérer? Je vais faire de l'escalade. Bon, je fais de l'escalade en salle. Ok, je grimpe ce qu'on appelle des bacs. Je prends des trucs comme ça. Alors, je les tiens très fort, je crampe des avant-bras. L'autre, il a 2 doigts comme ça sur un truc qui fait cette taille-là, et il est à 80 mètres de hauteur. On n'est pas du tout sur la même contrainte. Alors, le raisonnement simpliste, c'est, ouais, dans les 2 cas, il faut de la force de grippe. Oui, il faut aussi de la mobilité, il faut aussi de la gestion de son environnement, il faut beaucoup de choses. Je pense qu'il vaut mieux, moi, mon approche, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être spécialiste de l'activité à partir du moment où on essaie de la comprendre et à partir du moment où on prend en compte les retours de l'athlète. On va discuter avec lui et où on va placer ses perceptions au cœur du travail. Pour moi, aujourd'hui, les coachs, ils placent beaucoup la science au cœur d'eux. Alors, tu devrais, les valeurs moyennes, sauf que les moyennes, elles font rien du tout dans le haut niveau. Elles comptent pour rien. Le monde du sport du haut niveau, c'est le monde de l'écart type. C'est le monde des gens qui sont différents, qui sont extraordinaires, qui font des choses pas comme les autres. Et la seule façon de comprendre ça, c'est de m'intéresser à ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font comme les autres, sur lesquels je peux m'appuyer, mais qu'est-ce qu'ils font, quelle est leur signature individuelle, et leur signature individuelle, elle est aussi sur le fait de ce qu'ils font pas comme les autres. Et je peux pas toujours essayer de le ramener à les normes qu'il devrait avoir, parce que je risque de l'écraser dans la moyenne aussi, le sportif. Donc c'est pour ça que pour moi, pour résoudre le problème, est-ce que je dois être... Alors ça n'empêche pas que je vais me mettre à l'eau, ça n'empêche pas que j'ai fait de l'escalade avant de m'occuper de grimpeur, mais je pense que c'est bien parce que en fait, dans beaucoup de disciplines sportives aussi, on va pas se mentir, il y a un côté culturel que certains pourraient appeler un peu consanguin parfois. Ils vont dire, nous on fait comme ça dans notre sport et c'est resté, ça bloque pas. Et pour pouvoir accéder à ça, c'est mieux d'être un tout petit peu dans l'activité. Le fait que moi, les grimpeurs, ils savent que je grimpe, c'est mieux. Je fais quand même un peu partie de la famille, même si je suis pas un très bon grimpeur. Je fais quand même un peu plus partie de la famille que quelqu'un qui est complètement à l'extérieur. Donc ils savent que je vais comprendre un peu plus ce qui se passe. En plus de ça, il y a du langage hyper spécifique dans beaucoup de sports. Si tu sais pas du tout, tu comprends pas ce langage-là, peut-être que vous dites la même chose, mais pas avec les mêmes mots, et c'est compliqué. Maintenant, si tu dois travailler avec... tu vois, j'ai eu une année, je travaillais avec Max Nochet, que j'ai accompagné pendant des années, qui a été 10 fois champion du monde de kitesurf. J'avais Max Nochet, j'avais Lucas Martin, qui est à très haut niveau en VTT. Et j'avais un golfeur pro. Et parfois, j'avais les 3 sur la même séance. Parce que je faisais un petit groupe, je les prenais en même temps. Ouais, je pouvais pas aller en plus chercher des sensations en VTT, chercher des sensations en golf. Mais par contre, ils avaient des exercices différents, des exercices communs.
Et je trouve par contre que l'interaction entre les trois a été aussi hyper intéressante. Ouais, ça doit être bénéfique de t'entraîner avec lui justement des autres disciplines. Et ça permet même justement d'avoir, comme tu dis, des ouvertures d'esprit peut-être un peu plus larges sur certaines choses, ou même un peu apporter à l'autre sur des postures, sur des ressentis ou autres, quoi. Ouais, et sur le mindset de compétition, sur le positionnement, c'était beaucoup plus intéressant. En plus, ils avaient des grandes variétés, enfin, c'était très très différent dans certaines façons de penser. Genre, il y en avait deux, c'est quasiment des rednecks. Donc, ils aiment bien prendre la bagnole et aller rouler dans la boue dans l'arrière-pays le week-end. Et l'autre, c'était plus un catholique de Thiécar. Donc, c'est plus hyper croyant, mais qui arrive avec les chaussettes dans les sandales, avec les chaînes sorties, tu vois. Donc, le contraste dans les conversations était incroyable. Et ça, tu vois, je trouve ça plus enrichissant que si j'ai dit, bon, les gars, moi, je prends que des golfeurs pros. J'ai un groupe, on est hyper spécifique. Ça amène moins, je trouve aussi, parce qu'on prend pas en compte l'aspect plaisir, l'aspect énergie et ce que ça leur amène dans cette séance. Ouais, c'est vrai que c'est cool de mélanger. Ouais. On va attaquer un petit peu donc la question principale que j'avais pour le podcast, donc le transfert de force. Donc on parle beaucoup de force du haut du corps dans beaucoup de disciplines, hein, surtout en musculation. Mais en réalité, tout commence par le sol. Et j'ai eu cette interrogation dans un podcast que j'ai fait avec Jordan Mega, que tu connais. Et je me suis dit, mais c'est à toi que je vais la poser, cette question. Donc, pourquoi tout commence par le sol? Alors, moi j'ai réfléchi à ta question un petit peu, mais alors ce qu'il y a de rigolo, c'est que moi je travaille dans le sport qui est un contre-exemple. Je travaille dans la natation. Bah, tu travailles dans la natation, mais de base, tu viens quand même du jiu-jitsu brésilien, quoi. Ah ouais, alors le jiu-jitsu brésilien, mais alors tu vois, ça part du sol, mais ça part pas forcément du pied. Oui, oui. Tout dépend du coup dans quelle position tu te trouves. Ouais, ça dépend de la position dans laquelle tu te trouves, ça dépend comment tu bouges. Euh, Tu sais, il y a eu un très bon bouquin à l'époque de quelqu'un qui est pas assez connu dans la prépa physique, qui est quand même connu dans les petits milieux, surtout des gens qui venaient un peu plus des années 2000. C'est Olivier Poli, qui avait fait un excellent bouquin sur le gainage. Et il y avait toute une partie où il parlait du gainage en suspension. Parce que les choses partent du sol, mais peuvent se modifier en l'air. Je prends deux exemples, tu vois, distincts pour le coup. Moi, les joueurs de volley avec lesquels j'ai travaillé, tu prends un libéro, il va avoir une action de propulsion, il va déplacer son corps avec ses pieds, puis il va amortir la balle et l'orienter vers un autre joueur ou vers le passeur. Un joueur qui est à l'attaque, il va sauter, il va être en l'air, et dans le temps où il est en l'air, toute sa coordination, alors elle est bien lancée du sol, mais parfois elle est lancée du sol dans plein de situations différentes. Il doit s'adapter, se mobiliser et générer de la puissance pendant qu'il est en l'air. Tu vois, le basketteur, souvent, il a un peu décidé de son geste. Il commence avec la balle, il termine au panier. La production de puissance, il n'a pas besoin d'envoyer très fort dans le panier. Le volleyeur, il doit envoyer très fort au moment où il est en l'air. Et donc, le centre de sa puissance, à ce moment-là, je pourrais le comparer à la position creuse, au holo. Ça va être de passer d'une position archer à une position creuse. Et c'est vraiment le centre du corps avec une rotation thoracique, une rotation externe qui va évoluer vers la frappe. Mais tu vois, alors on est bien parti du sol, mais finalement, sur le volley par exemple, à partir du moment où on va jouer pendant 2 heures, 2 heures et demie, parfois plus un match, et où la taille rentre en compte, c'est-à-dire que les joueurs les plus grands, ils vont avoir moins à sauter. La part prise par le centre, les abdos, l'épaule, va être plus importante. Bien évidemment que la cheville est importante, le genou est important, la hanche est importante. Mais ils ont quand même une grosse part de travail qui doit être faite par le haut du corps aussi. Donc du coup, pour moi, je pense que le point d'entrée est pas important.
tant que tu travailles tout. C'est-à-dire que tu vas avoir des gens qui ont des coordinations. Je vais rester dans l'exemple que je connais bien sur le volley, mais à poste pour poste, pendant 10 ans, j'ai vu des gens qui sont rentrés dans la notion de gainage, de transfert et de production de force dans leur effort, en étant très axés sur le haut du corps. T'avais des gars qui c'était bench press, pullover. Il y avait des gars qui étaient très axés sur le centre du corps, avec un centre du corps très fort qui produit, et le reste, le haut, qui va agir plus comme une conséquence de ça, comme une marionnette un peu, tu sais, mécanique, où tu vas lancer un truc et le haut, il va agir par lui-même parce que le bas propulse, alors que tu peux avoir un haut très actif. Et d'autres qui rentrent en salle de musculation par squat, hip thrust, fente. Donc, ils vont avoir vraiment le cœur de leur production d'énergie pour le geste sportif qui part du bas du corps. Le point important, c'est de discuter avec eux. Moi, mon approche, c'est de prendre leur spécificité, de discuter avec eux pourquoi c'est important, cette spécificité. Je te donne un exemple. Ça arrive que sur la coiffe des rotateurs, beaucoup plus de gens qu'on pense ont des muscles manquants de naissance, absents. Donc en fait, le geste que tu veux faire, le gars en activité sportive, en volley, il tape la balle très fort, mais en salle de muscu, il fait une rotation externe, ça monte pas. Parce qu'il n'a pas le muscle pour le faire. Ouais, c'est fou ça. Ouais, c'est complètement fou. Et ça peut arriver sur d'autres zones du corps, ça peut arriver sur plein de muscles, sur plein de trucs qui sont différents ou des types d'insertions qui sont différents et qui produisent des types de coordination très différents. Et souvent, le problème, c'est qu'on visualise l'humain comme une machine, comme on l'a disséqué. On prend, on dissèque, on fait bouger. Sauf que dans le sport, les coordinations, elles se font de manière très, très différente. Elles se font par des systèmes relais, souvent. C'est-à-dire quand un muscle il n'est pas capable de faire, il y a d'autres muscles qui prennent le relais pour faire ça, même si c'est pas prévu. Je me suis occupé d'une danseuse de ballet et on leur apprenait à pas engager les quadriceps parce que ça faisait grossir les quadriceps et c'est moche. Du coup, pour avoir les jambes toutes fines, elle prenait des appuis. Toi et moi, on prend cet appui, on est dans un squat. À sauter, si toi et moi, on saute, on va avoir les quads. Si on fait ça 30 fois, on va avoir les quads qui vont être courbaturés. À sauter en grand écart, 1 mètre du sol, refermer, amortir, pointe, quad. Elle n'utilisait pas ses quadriceps. Ouais, c'est fou. Elle savait pas utiliser ses quadriceps. Elle propulsait avec sa chaîne poste, avec ses mollets. Mais tu essaies de faire l'action 500 fois, tu n'y arrives pas. Et la première fois, je lui ai filé un kettlebell de 4 kilos dans les mains. On a fait 2 séries de 5 goblet squats. Elle m'a rappelé pour me hurler dessus. Marie-Astrid. Mais elle m'a rappelé pour me hurler dessus parce qu'elle a eu des courbatures pendant 1 semaine au quad. Elle a cru qu'elle s'était déchiré un muscle. Ouais, c'est un peu comme quand tu as une blessure et que tu compenses avec d'autres muscles, d'autres articulations pour justement éviter la douleur, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Et c'est des phénomènes en plus qui sont dans les sciences du mouvement, en particulier le lien avec les approches écologiques des systèmes dynamiques non linéaires, en lien avec les travaux à l'époque de Nikolai Bernstein, qui s'appelle le Repetition Without Repetition. Enfin, la finalité de ces travaux, c'est de dire en fait, un geste sportif n'est jamais répété exactement de la même manière. Le système va s'organiser pour produire l'outcome de l'exercice. Donc, il va s'organiser pour produire ton geste. Et d'ailleurs, regarde le truc le plus simple, l'exemple que je donne toujours, moi, pour ça, c'est la course à pied. La même séance de course à pied, il se passe toujours musculairement et énergétiquement des choses différentes. Tu prends ton petit parcours, 3 km, tu commences à courir, t'as mal aux mollets. La séance d'après, les mollets ça va, les cuisses ça va pas. La séance d'après, les jambes, on dit, je suis en jambes, mais j'avais pas de souffle. J'avais le premier souffle, j'avais pas le second souffle. J'ai eu un très bon second souffle. Et peut-être que pourtant, t'as produit ton 3 km dans le même chrono. Ouais. Et que de l'extérieur, l'observation du mouvement n'est pas si variée que ça quand tu te positionnes d'un point de vue macro. Et par contre, sur toutes ces séances, tu vas observer la même variabilité quand tu vas vraiment observer la poulaine au détail, chaque pas, chaque variation de pas que tu vas dessiner
le travail, tu vas voir qu'il y a toujours énormément de variations. Tu sais, c'est un peu comme dans Matrix, quoi. Tu sais, tu vas avoir ce que toi tu vois, c'est les images réelles. Et ce qui se passe en vrai, c'est quand tu as l'image de la matrice, tu vois, avec tout ce qui bouge autour. Et ça correspondrait un petit peu plus à comment le mouvement s'auto-organise vraiment. Ouais, la finalité reste la même, mais tout est différent en vrai, quoi. Tout est différent tout le temps. Du coup, pour moi, il n'y a pas de point d'entrée absolu. Les nageurs, ils sont dans l'eau, ils ont un travail de propulsion. Donc ils ont trois grandes catégories de façon trois champs. Il y a un champ de propulsion, donc c'est les bras qui agissent, les jambes qui vont équilibrer et qui vont propulser un peu. Mais il y a un gros travail sur le haut du corps. Hein. Je dirais presque les pecs et les grands dorsaux chez un nageur, c'est l'équivalent des quadriceps et des ischios chez un sprinter. Et les bras du sprinter, en fait, on pourrait presque inverser la logique, tu vois, en extrapolant un petit peu. Ils ont une notion de résistance à l'eau, donc comment ils vont positionner leur corps pour être hydrodynamique, pour pas faire de résistance. Et ils ont la flottabilité. Et donc, ça commençait. On avait une conversation il y a quelques années avec un ami à moi qui est dans la prépa physique aussi. Il me disait, ben moi, mes athlètes, je commence souvent par, je commence du pied. Même quand je fais la mobilité, je commence par le pied pour remonter. Et je disais, bah ouais, moi, les nageurs, je commence par le centre souvent. Parce que commencer par le pied pour un nageur, c'est moins. Alors ça nous arrive, hein. Mais je préfère commencer par quelque chose qui met en jeu le pied un peu du nageur, qui va être son centre, dans le sens où c'est son premier point de contact, et sa main qui va être son organe de propulsion. Mais là, quand tu parlais du coup de passer donc d'une position archée à une position de courbure, tu as quand même une grosse action qui se passe dans les hanches. Est-ce que, donc tu dis le centre du corps, mais donc je pense que tu as les hanches, tu as surtout aussi les abdos, toute la ceinture abdominale qui va jouer là-dessus. J'avais noté que les hanches, c'était quand même le moteur de la plupart des gestes explosifs. Et je parle surtout en boxe. Moi, je fais donc du Muay Thai, et c'est vrai qu'on nous rabâche tout le temps, bouge tes hanches, le mouvement part des hanches, etc., etc. Bah, de toute façon, regarde, moi, je viens de chez Strong First, et dans le kettlebell, le cœur de mouvement, ce qu'on en dit, le centre de l'univers du kettlebell, c'est le kettlebell swing. Hein. Donc, je vais pas te dire le contraire. Hein. Je continue parfois en JJB de me dire, ah, mais c'est grâce au kettlebell que tu as fait ce mouvement. Donc oui, quand tu as des hanches solides, c'est sûr que ça impacte tout le reste. On va pas se mentir non plus, hein, le muscle qui produit le plus de force dans le corps humain, et qui est le plus important, c'est le grand fessier. Donc oui, être capable de produire des hanches, c'est hyper important. Mais les hanches, elles vont avoir une action, mais tu vois, les abdos, par leur façon de bouger la boîte, ils vont avoir un impact hyper important sur la position des côtes aussi. Ok. Et donc, cette position des côtes, elle va aussi influencer la façon dont tu bouges le bassin, et elle va aussi influencer la façon dont tes scapulas vont se positionner par rapport aux côtes, et donc comment tu vas bouger tes épaules. Donc, encore une fois, moi, je hiérarchise pas trop. En fait, je trouve que hiérarchiser, c'est bien quand tu veux modéliser des choses. Tu modélises et tu dis, voilà, mais tu modélises par personne, ou tu modélises par système, ou tu modélises à un moment. Et après, il faut être capable de sortir de son modèle. Il faut être capable de dire, voilà, hanches, c'est bien. Être capable de produire de la force dans les hanches, c'est hyper important. En plus de ça, si je me positionne sur des aspects santé, la santé du bas du dos, le bon fonctionnement des hanches, le transfert de force dans les genoux, dans les pieds, ok, super, je fais ça. Mais à un moment, il faut être capable, moi, j'aime même l'exercice intellectuel, de me dire, je vais complètement, en partant du idée que les hanches, c'est le plus important, je vais imaginer que les hanches, c'est pas le plus important, et que c'est la main le plus important. Et je vais modéliser, si je devais modéliser l'entraînement à partir de produire quelque chose dans la main, je modéliserais comment? C'est juste un exercice qui me permet, de sortir parce qu'on est quand même dans des milieux où l'entraînement, il y a beaucoup de fais comme ça, fais pas comme ça, les 3 trucs que tu dois faire, les 3 trucs que tu dois absolument éviter.
ce qui est un peu du bullshit quand même. Et donc du coup, je modélise des choses. Je fais pareil quand je vais enseigner sur le kettlebell. J'avais des conversations récemment où je dis moi je pense qu'en fait c'est bien d'enseigner toujours par le swing, mais si je voulais commencer un workshop en enseignant par le clean avec kettlebell, j'ai pas le swing, j'enseigne le clean et à partir du clean j'enseigne le swing, j'enseigne le snatch. Pourquoi pas? Ça me permet moi juste de sortir de la trame de ce que j'ai appris de manière classique et de repositionner les choses. Et je fais la même chose pour le mouvement. J'ai la chance d'avoir un ami aussi avec qui j'échange beaucoup, Federico, qui a fait tout le mentorship de Ido Portal. Et on échange beaucoup sur ce travail-là où lui, vraiment, il va vraiment se positionner sur certains paradigmes dans son entraînement pour des périodes assez longues. Tu vois, justement, se positionner, bouger à partir de sa main, bouger à partir de son pied, bouger à partir d'un bâton qu'on tient sur le doigt. Pendant un moment, il avait tout le temps un bâton sur lui avec lequel il se trimballait. Jusqu'à ce qu'il se la fasse prendre à un aéroport, je crois. Ça, c'est important pour garder beaucoup de plasticité et pour en fait pouvoir rester à l'esprit ouvert sur comment on va aborder les choses. Ça me permet de pas avoir de... Tu sais, quand j'étais plus jeune, quand je rencontrais un athlète qui me disait un truc qui était contraire à mon système de pensée, ça m'agressait. Tu vois. Et donc au début, t'es là, ouais, mais non, mais Cometti et Bompa, ils ont dit que c'était comme ça les régimes de contraction et comme ça la périodisation. Après, tu te dis, non, mais Charles Poliquin, il a dit que le tempo, c'est comme ça. Après, CrossFit, ils ont dit qu'on pouvait faire comme ça. En fait, j'essaie de rester l'esprit le plus ouvert possible. Je modélise quand j'ai besoin. Je mets le modèle à la poubelle parfois je le retrouve quelques années plus tard, parfois pas. Et puis ça fait avancer, je pense, plus. Ça m'enlève aussi une charge mentale. Ça revient un peu à ce qu'on disait au début, mais ça m'enlève aussi le poids de devoir être dans un système absolu, enfin, jusqu'au boutiste, tu vois. Ouais, parce que j'ai entendu aussi, parce que là tu parles de jeter ton modèle à la poubelle. T'es toujours dans ton petit carnet chaque année. J'ai entendu que tu avais un petit carnet que tu jetais chaque fin d'année. Alors j'en ai. Fabrice, il fait ça aussi, avec qui je travaille en natation. Je remplis 2-3 carnets par an. Et souvent, alors non seulement je les remplis de trucs de séances que je fais, mais je les remplis. Alors j'avoue que là, ces 2 dernières années, j'ai un peu plus travaillé avec. Je mets beaucoup plus mes notes sur ChatGPT. Donc ce qui me permet de garder les trucs. Parfois je suis obligé je m'énerve, je parle mal et tout. Je suis là, mais vas-y, je t'ai pas demandé de commenter et tout. Il me va faire un commentaire en me disant des trucs, tu sais, des réponses type IA. Là, je lui dis, mais ta gueule. Mais oui, je remplis 2-3 carnets de notes, de programmes. Je travaille beaucoup sur papier en général. J'ai du mal à travailler. J'ai besoin que ma main elle soit en action avec un stylo pour écrire des trucs. Et en fait, après j'ai des carnets, je les vire, quoi. D'ailleurs, tu as un stylo dans la main. J'ai un stylo dans la main, j'ai un carnet devant moi, j'ai un deuxième petit carnet devant moi. J'ai le bouquin de Nico encore plus devant moi aussi, Nico Vandel. Mais ouais, non, j'ai souvent là, je dois en avoir 7 ou 8 des carnets. En fait, le truc, je les vire aussi parce que ça m'énerve, parce qu'après je relis des trucs. Souvent, j'arrive même pas à me relire, j'ai écrit mal, j'ai écrit vite, tu vois. Donc, t'as écrit F squat, ouais, c'est front squat, je crois. Bon, ok. Et donc après, je les relis et je me dis, bon, allez, ça vaut pas la peine. Mais par contre, il y a des trucs que je garde. J'ai gardé, par exemple, un classeur où j'ai 7 ou 8 ans de programmation du Nice Volley. Okay. Ce qui me fait m'apercevoir qu'on a baissé un petit peu sur le niveau physique aussi. Mais c'est autre chose. Tu as parlé du swing. Pourquoi c'est un exercice puissant pour vraiment comprendre le transfert au niveau des hanches? Tu sais, quand je donne un workshop KB, souvent je commence et je dis aux gens, quand c'est le niveau 1, le 101 Strong First, et je dis aux gens, aujourd'hui, ma mission, c'est de vous montrer pourquoi Simple et Sinistre, c'est le meilleur entraînement au monde. Et donc, dans Simple et Sinistre, t'as 2 exercices principaux, t'as le swing et le Turkish Get-Up. C'est pas involontaire, hein. T'as un exercice, c'est vraiment de la puissance. C'est balistique, puissance, et l'autre, c'est vraiment un exercice lent, contrôlé, fluide. Le swing, c'est un exercice, tu peux pas le faire bien si t'es pas explosif avec les hanches.
Si t'es pas explosif avec les hanches, ce que tu mets pas dans les hanches, tu vas le contrôler avec tes mains. Si tu le contrôles avec tes mains, t'es plus en train de faire un swing, t'as plus l'aspect balistique. Donc, pour bien faire un swing, t'es obligé d'avoir une propulsion très forte, très explosive avec les hanches, et t'es obligé de relâcher les bras. Les bras, ils guident le mouvement. Donc, tu mets quasiment pas d'élan avec les bras. Même si je te demandais de prendre 2 haltères et de faire un squat jump, tu pourrais avoir tendance à un moment à porter un peu le poids avec les mains, tu vois, en étant en l'air, en les tenant un petit peu et en redescendant. Le swing, une fois que les mains, elles ont passé le niveau du nombril, elles sont propulsées. Donc, il te reste que tes fessiers, ton centre, la tension dans le bas du corps pour loquer le mouvement. Sauf que quand ça redescend, ça va très vite. Tu redescends, le kettlebell, il passe entre les jambes. T'as toute la partie excentrique qui se fait à grande vitesse, chargée. Je pense qu'il n'y a quasiment pas d'autres mouvements qui chargent les ischios de cette manière-là, en excentrique. Je dis bien comme ça en excentrique parce que le sprint en soi, il y a une composante, le sprint en course à pied, il y a une composante iso dans l'appui qui est un peu plus importante. Mais nous, on a vraiment un moment excentrique qui est chargé, qui est vite, qui est hyper intéressant pour pour la courbe de force des ischios. Et on restitue tout de suite. Donc, on va très vite dans l'excentrique. On a un très gros stretch réflexe qui s'active. On repropulse tout de suite. On lock une seconde. Il y a une part de travail du haut du corps. Parce que quand on commence à swinger très lourd, quand on est entre les jambes, les mains, elles travaillent, les épaules, elles fixent. Mais c'est plus postural, c'est plus pour se fixer. Et en plus de ça, quand on va chercher la variante avancée qui est le swing à un bras, ensuite, il y a une activation qui est encore plus importante au niveau des fessiers. Parce qu'il y a un travail ipsi et contralatéral qui est fait par le corps pour gérer l'exercice, pour gérer l'anti-rotation, qui fait que la hanche et le fessier travaillent encore plus. Donc du coup, et en plus de ça, c'est un exercice où tu vas avoir, tu prends un sportif, tu le fais commencer à swinger à 16 kilos, il monte vers 24 kilos, il n'aura pas besoin dans sa vie de swinger beaucoup plus que 32 kilos, et tu lui évites le stress de devoir charger une barre de 150 kilos. Quoi. Ce qui veut pas dire que tu le fais pas à côté, hein, ça remplace pas, c'est pas absolu. Je précise parce que parfois les gens, quand ils écoutent des extraits, après ils vont se dire il a dit qu'il fallait pas faire de deadlift, faut faire que du swing. Mais pour moi, c'est un très bon point d'entrée. Et en plus, pour apprendre le swing, on apprend par le deadlift en se positionnant au sol, donc c'est très bien aussi. C'est quoi un petit peu les erreurs que tu vois le plus souvent sur les swings des débutants? Sur le swing, en général, les erreurs, c'est ce qu'on repère souvent, c'est une erreur de positionnement. En fait, les gens, c'est intéressant, il y a un petit point qu'on peut faire sur la littérature aussi, sur le sujet d'ailleurs. Mais souvent, les gens pensent que le kettlebell swing, c'est un hinge pur. C'est-à-dire que c'est juste une flexion de hanche. Alors, chez les copains du kettlebell sportif, ils vont arriver dans une position beaucoup plus de flexion de hanche en rentrant le buste. Nous, chez Strong First, on essaie d'avoir une position qu'on appelle Athletic Hinge. Athletic Hinge, c'est la position de départ quand tu vas faire un deadlift demi-sumo. Donc, c'est une position de compromis où tu as les quads chargés, les ischios légèrement étirés, les épaules au-dessus des hanches, les hanches au-dessus des genoux, les tibias parallèles. L'un par rapport à l'autre, quasiment perpendiculaire au sol. Ça, c'est une position, on va dire, je ne vais pas dire que c'est une position athlétique de référence, mais moi, quand je me positionne en JJB pour passer une garde, je suis quasiment dans cette position. J'ai jamais les fesses au-dessus des épaules. C'est une position de production de puissance. Elle est dédiée à ça. Elle n'est pas dédiée à bouger un kettlebell avec l'économie comme ils le font dans le kettlebell sportif. Et donc, souvent, les gens, en fonction de leur levier, de leur positionnement, ils sont soit trop en hinge, soit trop en squat. Ça, c'est la première erreur qu'on rencontre. La deuxième erreur, c'est la composante balistique du swing. C'est de trop serrer les mains sur le KB. C'est pour ça que l'exercice généralement qu'on utilise pour corriger, c'est le swing avec une serviette. Tu vois, où les gens, ils prennent une petite serviette pas trop loin de la poignée et ils relâchent. Ça leur permet de relâcher les bras parce qu'ils sentent que ce slack là en bout de
en bout de serviette, il est important. Conserver de l'alignement. Après, les autres erreurs, souvent, c'est des erreurs de timing. C'est-à-dire que les bras des gens, en fait, ils veulent redescendre les bras trop tôt. Ils les ont pas assez connectés au corps avant de rentrer. Et ça, on arrive à le corriger sur une formation Kettlebell 101, Strong First. On fait en sorte que... C'est comme je dis toujours aux gens, en 4 heures, je peux tous vous apprendre à faire un bon kettlebell swing à 2 mains. Par contre, ce que je vais vous apprendre sur le kettlebell swing à 1 main, il faudra le travailler à côté. Ouais, c'est 2 choses totalement différentes. Ouais. Bah, il faudra du temps de travail parce que les petites erreurs que tu vois sur le swing, elles sont plus importantes sur le swing à 1 main, elles sont encore plus importantes sur le clean et sur le snatch. Et à quel moment ça devient vraiment un outil de performance et pas juste du cardio de faire du swing? Bah, nous, on l'utilise sur des séries de 10 répétitions et on a limité, tu vois, le simple et sinistre, le programme, c'est 100 swings en série de 10, on le fait non chronométré, donc l'idée, c'est vraiment de la production de puissance. Comme Strong First, on est sur l'idée de la force. On part du côté puissance qu'on peut mettre et après on la régule vers le bas quand on a besoin de faire un effort un peu plus marqué en endurance. Donc c'est un outil, quand il est enseigné de cette manière-là, tel qu'on le fait nous, c'est tout de suite un outil de puissance. T'avais Brett Contreras qui avait écrit un article sur ça où il parlait du système conjugate, tu sais, donc t'as les efforts maximaux et t'as les efforts dynamiques. Et lui, il disait que il utilisait le swing, il utilisait des kettlebell swing très lourds pour remplacer le deadlift dynamique. Alors quand t'as un gars qui swing, quand t'as un gars qui deadlift près de 300 kilos, il faut que ça soit des swings à 80 kilos. Ça fait des gros swings. Ouais, effectivement. Mais comme la plupart d'entre nous, on n'est pas en deadlift à 300 kilos, je dirais que tout le monde, pour les femmes, peuvent avoir une production de puissance très intéressante avec un swing à 2 mains à 16 kilos ou 20 kilos. Et les hommes, pour la production de puissance, ils n'ont pas besoin de dépasser le 32 kilos. Le sweet spot pour moi, c'est le 28. Au-delà, on rentre dans un autre effort qui est plus de la spécificité à l'entraînement de KB, de vouloir se dépasser là-dedans. Et tu vas pas produire beaucoup plus, tu vas commencer à ralentir le mouvement en fait. Donc pour être optimal, 28. 28-32, ouais. Donc là, tu parles beaucoup donc de kettlebell, de Strong First, parce que tu es team leader donc chez Strong First. Comment t'en es arrivé là? Bah, il y a plusieurs aspects. Moi, j'ai découvert le kettlebell très tôt, dans les années 2003, je pense. J'avais un pote. À l'époque, on avait beaucoup de DVD gravés, de trucs. Donc voilà, donc j'ai un pote qui m'a passé. Tu sais, il y a eu plusieurs. C'est rigolo parce qu'aujourd'hui, les gens, ils ont plus les mêmes positionnements sur l'entraînement, mais tu sais, il y a eu 3-4 trucs à l'époque qui ont changé la façon des gens de voir l'entraînement. T'as eu une grosse trend quand il y a eu le film 300 sur comment ils ont entraîné les acteurs. Et c'était et ils avaient fait des sortes de circuits, du kettlebell, etc. Ensuite, t'as eu Fedor en MMA, où on le voyait quand même, il y avait des kettlebells dans la salle. Donc tu vois, ça ramenait un truc un peu secret russe. Et t'as eu un autre truc, les gens trouveront encore sur YouTube. T'avais un combattant du UFC qui s'appelait Sean Sherk. Et Sean Sherk, il allait dans une salle, pareil, c'est une grosse salle de redneck aux États-Unis. Il faisait un truc qui s'appelait le caveman training. En gros, il se bourrinait dessus sur les nombres de rounds en MMA. Mais ça a ouvert une porte au CrossFit et au kettlebell qui a été monstrueuse. Et moi, je faisais des sports de combat. On combattait en sambo combat, on combattait dans plein de trucs. Donc j'ai vu ça. Et j'étais là, genre, wow, c'est trop bien, et kettlebell et tout. Donc je voulais faire du KB. J'étais à la salle, et à la salle dont je te parlais tout à l'heure, j'avais un copain qui connaissait très bien Christophe Midou, pionnier du MMA, mentor de Georges Saint-Pierre et tout. Et il débarque, il voulait préparer un combat, il avait un kettlebell sur l'épaule. Donc il débarque à la salle avec son KB, tu vois. Donc, kettlebell et tout, c'était trop cool. Donc j'échange un peu avec lui, il doit pas se rappeler de moi, de cet échange, mais on échange un petit peu, on a échangé 2-3 fois. Et du coup, je suis rentré chez moi, j'ai été sur eBay, et j'ai commandé 2 kettlebells de 16 kilos
en Allemagne. Je crois que j'en ai eu 2 fois le frais de port pour le prix des KB 2 fois en frais de port à l'époque. Tu vois, t'avais pas tous les trucs que tu peux commander aujourd'hui et toutes les marques que t'as à portée de la main. Et donc du coup, j'ai commencé à m'entraîner et puis j'avais les DVD. Et dans les DVD, il y avait pas mal de mecs, mais il y avait Pavel Sassoulin aussi. T'avais les DVD ou t'avais les DivX? Il y a pas un amendement aux États-Unis, tu sais, que tu peux plaider, tu sais. Je me rappelle plus exactement, Monsieur le Président de la Commission. Disons que j'avais des trucs qui se mettaient dans des lecteurs et qui donnaient des images. Et donc il y avait Pavel Sassoulin et il m'avait dans les trucs que j'avais, il m'avait filé aussi une clé USB. Il y avait des bouquins de Pavel. Donc j'ai découvert Relax into Stretch, qui était son premier bouquin sur la mobilité. J'ai lu les trucs, j'ai appliqué des trucs en cours d'étirement quand j'en donnais et j'avais tout de suite des consignes, j'avais des résultats incroyables avec. Donc en fait, je me suis mis à m'entraîner avec un KB, avec les DVD de Pavel. Je regardais les vidéos du RKC, la certification de l'époque, je me disais bon, je serais jamais capable de la faire. Je crois que pareil, les vidéos, elles sont encore sur YouTube, tu les trouves, les vieilles vidéos du RKC, c'est vraiment fait pour te dégoûter de venir, quoi. Voilà. Et puis j'ai fait des petites formations à droite à gauche avec des gars qui pratiquaient, des gars du GS, quelques gars qui avaient fait des formations en kettlebell hardstyle. Et j'ai commencé ensuite ma première vraie formation, ça a été en kettlebell sportif. Donc j'ai fait kettlebell sportif niveau 1, niveau 2. Et ensuite j'ai passé en 2016, donc tu vois, ça fait presque plus de 10 ans de pratique. J'ai dû me former en kettlebell sportif en 2015. Et donc j'ai dû faire presque 10 ans sans me former parce qu'il n'y avait rien. Il n'y avait pas de tuto, il y avait quelques trucs en DVD et tout. DivX, je sais plus. Et ensuite, donc 2015, donc 2016. Donc 2016, quand je suis arrivé, que j'ai fait mon SFG1, j'avais déjà une bonne technique. Du coup, donc j'ai tout de suite été recommandé pour assister l'année d'après. L'année d'après, j'étais de nouveau en Italie. J'ai amené 3 élèves. Donc première année, 2016, deuxième année, j'amène 3 élèves. 2018, on fait la première certification en France. Et après, j'ai passé les autres certifications. Donc mon SFG2, mon SFL, la formation barre, SFB, la formation poids de corps. Et après, pour devenir team leader, chez Strong First, en fait, les gens ils pensent souvent que ce qui est important, c'est leur niveau technique ou leur niveau de performance. Donc c'est ce qu'ils montrent beaucoup sur les réseaux. Je pense que ce qui est important aujourd'hui, c'est ce que tu amènes aux autres. Parce que quand tu amènes des élèves dans une certification, c'est bien, tu apportes au système, mais tu te fais payer aussi la plupart du temps pour les entraîner. Moi, j'amène tous les gens, 5, 7 personnes, 4, 5, 7 personnes sur la certification. Mais par contre, comment tu contribues en termes d'idées, comment tu vas communiquer jusqu'à novembre. Il y avait encore Alexei qui était avec nous et avec qui on échangeait plusieurs fois par semaine sur des idées où on s'appelait pendant 2 heures, on parlait et ça pendant presque 10 ans. Donc au bout d'un moment, on te reconnaît pour tes qualités pédagogiques. Quand t'enseignes, les gens écoutent, suivent, progressent. On te reconnaît pour la qualité des élèves que t'emmènes. Les élèves que t'emmènes, au-delà aussi de juste leur technique, se comportent bien, sont des bonnes personnes, amènent des choses à l'école. Et puis on sait que t'es une personne ressource pour les autres, j'imagine, que tu vas avoir. Je pense que quand tu arrives à un certain niveau, t'as des gens qui peuvent répondre à des questions, t'as des gens qui vont avoir des questions par rapport à ces questions, et tu peux te positionner au-dessus. Alors je vais pas du tout me positionner comme ce que je vais te décrire là, mais un peu comme un directeur de thèse. Tu vois, le mec qui fait un doctorat, il est déjà sur un super niveau. Le directeur de thèse, il va l'orienter. Il va dire non, pas vers là, ça c'est bien, là faut creuser, là faut pousser un peu plus. Bon quand t'arrives à un niveau chez Strong First, t'as déjà passé un cap où t'as le nouveau truc pour enseigner l'exercice. C'est cool, tu le prends, mais tu sais que ça va pas devenir le truc le plus important aussi. T'as déjà fait le recul. Tu sais quel type. Souvent les jeunes instructeurs, même des Strong First Elite qui ont déjà un très bon niveau, ils veulent toujours
il y a toujours il faut rajouter ça et ce détail et tout. Quand tu arrives aussi, je pense, à team leader, tu as déjà commencé à enlever des choses. Tu commences à enlever, tu as moins besoin de te montrer, tu as moins besoin de te mettre en avant, tu as moins besoin de dire à quel point tu es bon. Tu sais aussi quels exercices marchent pour des gens très débutants, des gens moyens. Quels sont les exercices ou les méthodes qui font progresser les gens très très forts. Parce que c'est pas toujours évident. Tu vois, par exemple, moi, je deadlift pas lourd, mais j'ai un gars que je suis en force athlétique, Pierre Renaud, là, on a fait du suivi et il a fait record de France en deadlift à 360 kilos en décembre. Donc, je vais avoir, je pense, une expertise aussi qui me permet de faire progresser un gars en deadlift pour faire vice-champion de France et aussi pour pouvoir coacher le deadlift qui va amener au swing à un retraité sur une formation. Et ça, c'est pas c'est vraiment le système Strong First qui aide et qui est assez extraordinaire dans la programmation, dans sa méthodologie. Et je pense qu'un team leader, c'est quelqu'un qui doit commencer, parce qu'après, il y a des gens qui sont seniors et masters. Quand t'es team leader, tu commences à arriver là, à avoir ce regard un peu plus macro sur les choses. J'ai toujours pensé que, tu sais, quand t'as des formateurs, t'as des gens qui ont le full package. Ce que j'appelle le full package, c'est ils ont les connaissances scientifiques, ils ont un niveau physique, ils ont un niveau d'enseignement, et en plus de ça, ils ont le X-Factor, ils vont avoir le charisme. Ils vont avoir un truc où ils commencent à parler et wow. Et j'aimerais bien arriver à ça dans ma carrière de coach et de prépa, parce que je trouve que c'est un bel objectif. C'est pas égocentrique hein, dans l'idée. Je pense que c'est une façon de mieux transmettre aux autres et d'avoir des outils dans tous les domaines. Et ils savent aussi à quel moment ils doivent jouer sur quels paramètres. Ils sont pas que sur le côté. Si t'es que sur le côté charisme, t'es sur ton nombril, tu vois. C'est-à-dire, c'est le gars, c'est la caricature. Il fait un clin d'œil à la fille, il fait bouger le pec devant les mecs. Tu vois, voilà. Si t'es que dans les connaissances, t'es l'universitaire un peu chiant. Je caricature encore une fois. Et tu dis oui, mais là, parce qu'en fait, la racine carrée de la molécule par rapport au triangle de sustentation, tu dis bon, ok. Par contre, tu sais quand donner une information scientifique qui fait c'est cool, là, il y a un truc à creuser. Tu sais la ramener sur un exercice physique. Tu sais comment l'enseigner pour que 3-4 publics différents qui sont dans ta salle prennent l'information. Et tu utilises juste le charisme pour mettre tout ça en lumière. Là, c'est trop cool. Je pense pas en être là du tout, hein. Mais c'est l'objectif. Et je pense que quand tu arrives team leader chez Strongfirst, c'est qu'on a reconnu que tu commençais à avoir ces qualités-là. En plus après, moi, j'ai un travail aussi dans la prépa physique et tout qui fait que ça apporte, ça nourrit ça aussi, tu vois. J'ai noté, tu as donc été le 6e instructeur en France, donc en 2016. Ouais. Aujourd'hui, tu sais à peu près combien vous êtes? Alors, on est à peu près... alors, sur le nombre d'instructeurs formés, on est beaucoup. Je pense qu'on a formé presque 1000 personnes. Ah ouais, quand même. J'ai pas les chiffres exacts, faudrait que je vérifie. En instructeur actif aujourd'hui, on en a, je pense, pas loin de 200. Peut-être entre 200 et 300, faudrait que je vérifie les chiffres exacts. Ouais, une belle évolution quand même en 10 ans. Ouais. Ouais. Mais en plus, tu sais, quand je l'ai passé, il n'y avait pas de certification en France, quoi. On est allé en Italie, c'était un peu l'aventure, hein. C'était un peu l'aventure. Moi, à mon SFG1, John Angoon, il nous a fait réciter le truc de ses Full Metal Jacket avec le fusil, il nous a fait réciter avec le kettlebell. Je vais nulle part sans mon kettlebell est mon meilleur ami. Interdiction de se déplacer n'importe où à l'assertif, même pour aller pisser sans son kettlebell, quoi. 24 kilos dans la main pendant... Tu vois, si tu poses le kettlebell au sol, on avait le droit de le poser au sol pour manger, quoi. J'imagine le truc, ouais. Est-ce que pour toi, du coup, le kettlebell peut servir tous les sports de haut niveau? En fait, dans l'absolu, oui. Comme la barre, comme l'halter, comme un TRX, comme n'importe quoi. Dans la pratique, il faut pas mettre de la religion dans les pratiques. C'est-à-dire qu'il faut pas que le kettlebell devienne un truc où moi, tous mes sportifs, ils doivent faire simple et sinistre à 32.
Donc, tu vois, je reprends l'exemple du volley parce que c'est là où j'avais la plus grande variété de sportifs dans le nationalité, culture de sport. Il y avait des gens qui accrochaient très bien avec le kettlebell. Quand t'as pas beaucoup de matériel, mon adjointe au Nice Volley, Sophie, qui travaillait avec le centre de formation, elle avait des KB, un TRX et une barre pas trop lourde. Elle utilisait beaucoup plus les KB. Moi, quand c'est pas le cas, je l'utilise pas, quoi. Si j'ai pas le temps. Si un joueur de volley, j'ai eu des Finlandais beaucoup, enfin j'en ai eu quelques-uns. Ils arrivent, ils sont hyper bons en haltéro. Bah, on fait des variations d'haltéro. On fait du Bosch clean, du step clean, du snap snatch. On faisait plein de variations, des complexes. On s'éclate, ils chargent, ça leur met une bonne... voilà. Un autre, il fait des swings à 16, 20, 24 kilos, pourquoi pas. Mais c'est pas du tout obligatoire. C'est un bon outil. En fait, plus tu vas aller dans des trucs importants, complexes, plus ça va être un outil que tu peux utiliser. Parfois, tu vas l'utiliser... le mec, il manque de perception, de sensation dans l'épaule. Tu fais un peu de kettlebell en bottom-up. Tu presses, tu redescends, tu travailles léger, il active son griffe. Bah, t'as utilisé ton kettlebell à ce moment-là. Mais il faut pas en faire un truc où c'est genre kettlebell. Faut être light avec ça. Oui, c'est pas parce que maintenant t'as fait une formation SFG1 que à tous tes élèves, tu vas devoir leur mettre du kettlebell matin, midi et soir, quoi. Non, et encore une fois, parfois c'est cool, tu vois. Je prends Kevin et Alexis, je prends Lise et Guillaume qui ont des salles. Lise et Guillaume, ils sont à Nantes, ils ont le Minimal Club. Kevin et Alexis, ils ont le Kettlebell Training Center à Bourgoin-Jallieu. Je connais plein de gens qui ont des salles et qui mettent ça au cœur, entre guillemets, de leur pratique. Mais ils font aussi de la barre, ils font aussi du TRX, ils font aussi d'autres trucs. Et eux, les gens qui viennent savent pourquoi ils viennent. Ils les rencontrent, ils acceptent, ils kiffent le système. Comme quelqu'un qui va se mettre dans le CrossFit et à ce moment-là, il accepte de faire de l'haltéro et des double under. Mais quand tu travailles avec un public qui est plus ouvert, moi, je pars du principe que les gens, tu leur donnes un peu des portes d'entrée. Moi, je trouve ça important que les gens, ils sachent faire un Turkish Get-Up. Il y a une forme de coordination, il y a une forme de placement. Je bouge en intégrité sous une charge. Ça me permet de repérer s'ils sont capables aussi d'activer leur mémoire pour retenir cette étape dans un mouvement en faisant lentement. C'est intéressant, c'est une forme d'évaluation de la coordination. Ça me permet de regarder comment ils bougent à droite, comment ils bougent à gauche et dans quelle partie du mouvement. Est-ce que quand il roule sur le coude, il shrug à droite, il shrug pas à gauche, mais il est bien en overhead à gauche et pas à droite. Sa fente à droite, elle a le genou qui rentre. Sa fente à gauche, c'est la cheville arrière quand elle se pose. Ok, ça c'est cool. Je l'utilise un peu, je le montre, et après, light. Certains, ils accrochent. On peut refaire le truc, ok, on pousse. D'autres, ils accrochent pas. Voilà, on pousse pas plus. J'ai une cliente que je suis pour du trail là. Elle m'a clairement dit le Turkish Get-Up, t'oublies. Je veux pas de cette horreur là. Donc à chaque fois je lui mets genre Turkish Get-Up écrit sur la prog, mais il y en a pas à faire. Mais elle veut pas en faire. Elle aime pas. Elle m'a dit je veux bien venir sur tous tes séminaires que tu fais si c'est pas du KB. Donc ça a une place comme n'importe quel. En fait, à un moment, ça a une place comme n'importe quel outil. Et tu vois, je sais pas pour faire de la pub sur le système Strong First, mais le système Strong First, il met pas le kettlebell au centre. Il met la force et les principes d'entraînement au centre. Il met l'attention, il met la force, quoi. Voilà. Après, la force, par exemple, tu vois, simple et sinistre, c'est pas une force qui est le premier programme quand même qu'on utilise, c'est pas une force habituelle. Le TGU, c'est des efforts de 40 secondes. Et le swing, c'est 10 reps explosives. On n'est pas sur un cluster à 92,5% en deadlift, tu vois. Mais c'est de la création de force par le skills. Le skills de durée, le skills de se placer, le skills d'exploser. Ça, c'est important. Ça, je peux le faire avec plein d'autres trucs. D'ailleurs, tu prends une compagnie qui est très, très amie dans les principes de Strong First, même deux. Tu prends McGill, tout ce qui est travail sur le dos, le bas du dos. Stuart McGill utilise les mêmes principes que nous. La tension, l'irradiation, le bracing, la respiration, etc. Et tu prends TRX, ils ont des principes aussi de mise en tension et de positionnement qui sont très similaires. C'est deux compagnies qui ont travaillé avec Backfit Pro et TRX qui ont travaillé avec Strong First, qui utilisent les mêmes principes.
mais qui n'ont pas besoin d'utiliser le kettlebell au centre de leur pratique. Et je pense que c'est ça le message principal qu'on a. Peut-être que parfois les jeunes SFG1, ils sont trop sur kettlebell partout tout le temps dans ma vie, et ils veulent le mettre dans la vie des autres, et c'est cool, hein. Tu vois, je veux dire, si les iRoxers, ils ont le droit d'en parler tout le temps, nous aussi, on a le droit un petit peu de parler de kettlebell. Bien sûr. J'ai attendu combien de temps avant de mettre une douille à l'Irox? On en reviendra après d'ailleurs. Ok. Dans un de tes podcasts, donc tu as dit, j'ai noté un bon préparateur physique et quelqu'un qui aime faire réussir les autres. C'est un métier d'ombre. Est-ce que tu peux un petit peu développer là-dessus? Bah, je veux dire, il n'y a pas de préparateurs physiques qui sont sur le podium olympique avec... je veux dire, le préparateur physique, au mieux, on le cite en 3, quoi. T'as l'athlète, t'as l'entraîneur, souvent t'as les coéquipiers, la famille, les amis, mais t'as pas le préparateur physique qui est devant. Donc si tu veux être mis en avant, a priori t'es pas dans le bon métier. Après tu peux être mis en avant par tes pairs, par tes réseaux, par des trucs, mais de manière directe. Je te donne un exemple parce que c'est très... moi j'ai fait des sports de compétition. Bon, j'ai fait des trucs, tu fais un podium, voilà, bon, tu fais ton podium, c'est cool, t'es content. Quand j'ai eu des athlètes, quand ils ont réussi, et je t'en parle parce que là, même maintenant, ça me fait quelque chose, moi, je pleure. Je pleure d'émotion quand certains... J'ai un de mes athlètes, quand il s'est qualifié au jeu en natation, j'étais en week-end, tu vois, repos à la montagne. J'ai même pas compris en plus qu'il avait fait sa qualif et tout. Et j'étais en larmes pendant 10 minutes. Donc, cette émotion, je suis pas capable de l'avoir pour moi. À ce point-là? Ah ouais, carrément. Ouais, c'est sûr. Ouais, c'est moi, après, je suis quelqu'un d'introverti pour moi, donc je vois ma réussite. Je suis très technicien, moi, dans les choses que je fais. Tu vois, j'ai fait le point A, point B, point C. Bon, bah, j'ai fait mon truc, voilà, super. Cool, j'ai rempli ma checklist quand j'ai réussi. Mais faire réussir les autres, tu vois, d'un point de vue, en étant très objectif, hein, mais qu'est-ce que tu peux faire de mieux dans ta vie? Parce qu'aujourd'hui, c'est cool, on met toujours... alors, là, on a beaucoup de routines égoïstes, tu vois, dans la vie. Tu te lèves, tu médites, tu fais ton truc, tu fais ta routine de mobilité, tu t'optimises, t'es un individu optimisé. T'es optimisé et prêt au succès. Mais c'est ok, alors là, je peux prendre ma propre décision de manger un morceau de brocoli avec 3 œufs le matin. Mais réussir à prendre quelqu'un et à lui faire aller vers son rêve, parce que quand quelqu'un va aux Jeux Olympiques, c'est quand même quelque chose qui n'arrive pas à un large pourcentage de la population. T'arrives à faire ça et que tu participes à ça. C'est extraordinaire. Quand t'as quelqu'un qui en plus fait une médaille aux Jeux Olympiques, comme Jérémy Desplanches en 2021, c'est monstrueux. Et toi, tu fais partie de cette aventure. Tu seras pas mis en avant. Tu vas être peut-être au mieux cité au même titre que les gens, et parfois même moins cité, parce que tu vois, t'as toujours beaucoup de gens qui veulent être mis en lumière autour de ces gens-là et qui vont offrir des trucs gratos. Tu viens, je te fais l'ostéo. Le mec qui fait le cupping, tu vois. Alors putain, grâce à lui, alors on en a fait des choses, hein. Tu vois. Sinon, oulala. Et puis toi, t'es là en prépa physique, tu vois, 4 fois par semaine, l'entraîneur 2 fois par jour. Et t'es cité au même niveau que le mec qui a fait le cupping, le sponsor boulangerie. Si t'es exigeant, tu veux absolument avoir un énorme besoin de reconnaissance, tu fais pas ça. Et tu vois, c'est rigolo parce que c'est une conversation que j'ai eue récemment où on m'a reproché d'avoir ce besoin de reconnaissance. Et je disais, mais en fait, d'abord, je fais quand même pas ça non plus pour qu'on me crache à la gueule, hein. À un moment, voilà, tu vois, c'est comme à vouloir être payé quand tu fais un boulot. Je veux dire, à un moment, alors encore une fois, toute proportion gardée, mais quand t'es meilleur ouvrier de France, c'est normal qu'on te paye, tu vois, un peu plus pour ton boulot. Bon, je pense pas être meilleur ouvrier de France, mais je pense faire du travail correct. Quand t'as fait des choses pour des gens, et que parfois tu les as fait gratuitement, ou que t'as aidé des gens, bah un merci, ça fait plaisir. Quand on te cite dans quelque chose, ça fait plaisir.
J'ai plus de merci de gens comme Fred Cossé qui me remercient publiquement pour des trucs ou des savoirs que je lui ai amenés que de personnes que j'ai plus aidées directement parfois. Et donc du coup, tu dis oui, forcément, quand tu fais beaucoup, tu as toujours besoin de la même proportion de reconnaissance, mais elle est plus importante. Oui, c'est ce qu'on aimerait en vrai. C'est ce qu'on Voilà. aimerait, mais Après, malheureusement, l'humain, c'est l'humain. Et j'accorde aussi à l'humain le fait d'avoir sa propre vision des choses et sa propre perception des choses. Peut-être qu'il y a des fois où j'ai surestimé l'aide que j'ai apportée aux gens. Tu vois, et qu'en fait, pour eux, c'était juste... En fait, ils m'ont demandé un conseil et peut-être qu'ils ont demandé conseil à 5 personnes aussi en même temps. Donc, peut-être que oui, du coup, ça divise mon aide par 5. Et c'est OK, hein, c'est pas un problème sur ça. Mais du coup, on passe beaucoup de temps dans l'ombre. On n'est jamais mis en avant en priorité. comment on fait du coup pour accepter d'être celui qu'on... Il faut faire avec. Il faut trouver son kiff ailleurs. Il faut kiffer faire réussir les autres. Il faut kiffer ne pas être mis en avant. Je pense, tu sais, on est un milieu de l'entraînement, c'est quand même un milieu de gens torturés, hein, par plein d'aspects. L'aspect, déjà l'aspect sportif, il y en a beaucoup. On est beaucoup d'entre nous à être des bigorexiques. Donc, on est quand même tous, on va pas se mentir, on est un petit peu au-dessus du niveau santé dans le sport. Tu vois, le niveau minimum qu'on a besoin de faire, on est un peu plus. Tu vois, tu fais de la boxe taille, tout le monde va pas se faire taper sur la tronche ou se prendre des coups de genoux dans les côtes plusieurs fois par semaine. C'est clair. Moi, j'ai fait des sports de combat de contact aussi, de la taille, des trucs et tout. Des fois, t'as pas envie de rentrer avec mal à la tête, les mains qui tremblent. Voilà. Donc, il faut avoir beaucoup il faut déjà accepter ses propres névroses. Parce qu'on en a, il faut accepter son propre syndrome de l'imposteur, parce que si on fait grandir les autres, en général, c'est qu'on est toujours très limite dans ce syndrome de l'imposteur. En tout cas, moi, je sais que j'y suis, Tu vois, ce truc de se dire, j'ai pas assez de compétences, faut que je bosse, faut que je me renforce. Mais en même temps, à un moment, je commence à savoir, quand je parle avec des gens qui sont sortis de formation ou de fac, que j'ai fait ce chemin-là depuis longtemps. Donc, il faut pas être juste, donc, moi, je suis un tueur et vous êtes des merdes. Faut pas aller dans l'extrême, quoi. Voilà, il faut rester dans le truc. Et il faut aussi savoir se satisfaire de son propre chemin, indépendamment du chemin des autres. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont athlètes, ils vont aller dans la lumière. En tout cas, je leur souhaite, vraiment de tout mon cœur. Comme je dis toujours à mes sportifs, moi, intellectuellement, je ne conçois pas que mes sportifs, même tu me mets le gars, il est numéro 300 mondial, je ne conçois pas qu'il ne puisse pas être numéro 1 mondial. C'est-à-dire que je leur donne à partir du moment où c'est mon groupe, je veux que ce soit les meilleurs au monde. Et je ne leur donne pas d'exigence inférieure à celle-là. Peut-être que mon tort, c'est de faire un peu ça aussi, parfois, sur le côté humain, de dire, voilà, je veux que les gens soient les meilleurs humains possibles, parce que j'essaie de l'être aussi, en échouant beaucoup. Et du coup, à partir du moment où on essaie d'avoir le meilleur pour eux, et à partir du moment où on arrive à se contenter pour soi de qui on est, on dit, moi, je suis un très bon coach sportif, j'ai la reconnaissance de mes pairs, je suis un bon préparateur physique. On me reconnaît pour certaines de mes qualités. J'ai pas la reconnaissance directe de mes athlètes, parce que mes athlètes, ils vivent dans un monde ouvert qui est différent du mien. C'est-à-dire que ils vont pas apprécier, tu vois, par exemple, si on fait ce podcast, on parle de choses, il y a des coachs qui vont dire, ah, ça c'est cool, ah, ça je fais, ah, ça c'est pépite, ah, ça j'avais déjà. Mais les athlètes, c'est pas la même chose. La plupart d'entre eux, quand tu travailles avec eux, ils ont 20 ans, 25 ans. Ils ont pas la même expérience de vie. Et un autre préparateur, pour eux, il n'y a pas de raison non plus, absolue, que tu sois un meilleur préparateur physique que les gars du club à côté. Surtout si les mecs du club à côté, ils sont meilleurs. Dans leur tête, peut-être que le préparateur physique d'à côté, il est meilleur aussi. Donc, il y a peut-être 15 clubs qui ont, dans tous les sports à très haut niveau en France. Les gars, t'es un préparateur physique. En volley, il y a des gars qui changent de club tous les ans. Bon, t'es le mec... quand t'es le préparateur physique du club de Nice, t'es le prépa physique du plus petit budget de Pro A. Pourquoi est-ce que tu serais un meilleur préparateur physique que le mec de Tours ? Mais du coup, selon toi, qu'est-ce qui fait donc, ça enchaîne ma prochaine question,
Qu'est-ce qui distingue vraiment donc un bon préparateur d'un très bon préparateur? Est-ce que ça va être dans les connaissances? Est-ce que C'est ça quoi le va ton du être, podcast? Il faut être policé ou pas policé dans les réponses? non, sois toi-même, tout simplement. C'est quoi la différence entre un bon coup et un mauvais coup? Tu vois, je veux dire, ça dépend des personnes. T'es le bon coup de quelqu'un, t'es le mauvais coup de quelqu'un d'autre. Moi, je pense qu'il y a des gens, j'ai travaillé avec des athlètes en prépa physique, dans le volley, si tu leur dis mon nom, ils vont te dire: «Je suis nul», hein. Ah ouais, à ce point-là? Ouais, j'ai des mecs avec qui j'ai pas du tout accroché, Ouais, mais parce que t'as pas accroché, pas parce que, Ouais, mais je peux me trouver plein de raisons, si tu veux. Je peux me dire: «Ouais, les gars, ils étaient tout le temps dehors en train de faire la fête, les gars, il est arrivé au club, il voulait faire le protocole de son ancien club, le gars est ci, le gars est ça». Mais peut-être que moi, j'ai pas été capable de m'adapter, peut-être que j'avais pas le temps, peut-être que j'avais pas envie de m'adapter, peut-être que j'ai pas été bon, sincèrement. Sincèrement, j'ai simplement pas été bon. Ça me définit pas comme bon préparateur physique, à un moment donné ou un autre. Tu des gars qui vont être, et puis, tu vois, t'as un truc aussi, c'est pas parce que t'es médiatique que t'es mauvais. C'est pas parce que t'es dans l'ombre que t'es bon ou inversement. Tu peux être, t'as des prépas physiques médiatiques que je connais, qui sont très bons, d'autres qui sont très mauvais. Donc, qu'est-ce qui fait un bon préparateur physique? Moi, je reste sur un truc le plus important. Je pense que c'est, pour moi, c'est le système de livraison. C'est-à-dire, c'est comment tu vas délivrer ton savoir. Comment l'autre, en fait, on parlait de transfert un peu tout à l'heure. Tu vois, je vais reprendre la même image. Tu squattes 150 kilos. Quel est le pourcentage de cette force que tu utilises dans ton activité? Tu es un préparateur physique. Tu as ça de connaissances. Quel est le pourcentage de cette connaissance que tes sportifs vont utiliser? Qu'est-ce qui leur donne envie de l'utiliser? On reprend un peu la notion charisme. Comment on a envie de te suivre? Ouais, ça va être toi, vraiment toi, la personne, comment tu vas le transmettre, quoi. Donc, tu vois, moi, j'ai connu des prépas physiques. J'ai connu un prépa physique. Je sais pas si tu te rappelles de Tiburce. Il est décédé. Tiburce, je crois qu'il vient du tennis. C'est un mec qui renvoyait la balle. C'est comme on disait, il renvoyait la balle, tu vois. C'était un gars qui était très très fort à l'entraînement avec les gars pour renvoyer la balle. Un prépa physique, je pense que son set de connaissances était minimal. Je sais même pas s'il avait un diplôme. Il travaillait dans le volley pro, il a récupéré des joueurs de foot pro. C'est un peu grande gueule, tu vois, un peu grande gueule à la Philippe Lucas, mais vraiment du blabla. Et moi, j'ai parlé une fois, lui, enfumage. Mais avec son enfumage, une sorte de don inné pour la psycho. Pour savoir ce que lui a besoin d'entendre. Tu vois, lui, il a besoin de la... mon chouchou, tiens, je te parle. La main sur l'épaule, tu vois, je me sens spécial. L'autre, t'es vraiment qu'une merde et les merdes comme toi. Tu vois, donc le sergent instructeur, alors c'est un peu pervers comme approche, le côté, sergent instructeur d'un côté, gentil de l'autre. Je l'ai pas assez connu pour décrire plus que ça. Peut-être que les gens qui ont vraiment bossé avec lui me diront qu'il était pas comme ça. Mais je pense qu'il y avait beaucoup de ça. Et je crois qu'il a fait la Starac aussi, Tiburce. Mais pas un gros set de connaissances. Maintenant, la question à 10 000 balles, sans vouloir mettre une balle perdue. Tu mets dans un club Tiburce et tu mets dans un club Jean-Benoît Morin. Et peut-être que Tiburce, il marche plus 90% du temps que Jean-Benoît Morin. Même s'il a l'expertise, les profils force-vitesse, le truc, la puissance, on va charger le sled à 12%. Tiburce, il passe mieux. Oui, parce que les gens, ils ont pas envie d'avoir que des chiffres ou que des mots un peu compliqués à prononcer, à comprendre. Ouais. Il y a le bagou aussi, de façon, qui fait beaucoup, ça c'est sûr. Donc, un bon prépa physique, c'est quelqu'un qui rejoint les éléments que je te donnais tout à l'heure. Un peu de charisme, un peu de connaissance, un peu de truc. Mais qui sait en permanence les distribuer. Tu vois, par exemple, moi, j'ai certains de mes nageurs. Là, j'ai un groupe de cinglés. Si les gens veulent regarder Elite ONN sur Instagram, vraiment Elite ONN, le groupe, vous verrez que c'est vraiment un groupe de cinglés. Et tu viens dans la salle, parfois, c'est la jungle. J'ai des stagiaires qui viennent, parfois, ils sont là pendant 1 heure. C'est la jungle. Mais j'ai des profils très différents. Et donc, selon les profils très différents, il faut que je donne aussi des choses, et j'ai des échanges très différents
Avec certains, j'ai des échanges, on parle de sport en dehors. Il y en a avec qui on échange sur la performance dans l'absolu. Il y en a qui vont m'envoyer des questions sur la nutrition. Il y en a qui m'envoient des trucs sur... il y en a qui me demandent rien. Tu vois, mais ça va, tu fais ça? Oui, on fait ça. Ok, bam, c'est cadré. Il part, il fait son truc. Et moi, je suis obligé d'être plein de personnes, entre guillemets, différentes. En tout cas, d'exprimer plein de personnalités, de facettes de moi différentes. Tout en étant un peu moi. Ce qui les fait rire aussi. Hein. En acceptant que quand on est soi, on est aussi tourné en dérision. Je sais qu'ils se foutent de ma gueule quand je suis pas là. Mais c'est ok. Bah, je suis quoi? Je suis pas... Je veux dire, à un moment, j'ai été un très mauvais élève toute ma scolarité. J'ai l'impression que le système scolaire, c'est de pire en pire. Je vais pas, moi, être l'inverse de ce que j'ai été à 100%. En sachant qu'en plus, j'apprenais mieux si on me laissait de la liberté, si on me laissait un peu d'autodérision ou de dérision tout court. Je leur dis des trucs, parfois, ils vont croire que c'est extrapolé, que c'est grandi, que c'est n'importe quoi, alors que ça l'est pas forcément. Tu vois, on va parler de plein de sujets différents, hein, je te laisse imaginer, mais ils vont me dire, là, t'abuses. Je dis, non, j'abuse pas. Il y a des sujets où j'abuse pas. Quand t'es nul en squat bulgare et que je te dis que j'ai une cliente de 45 ans qui met aussi lourd que toi, c'est aussi vrai. Quand on parle de relations hors boulot, que je te raconte des conneries que j'ai fait quand j'étais jeune, quand j'ai fait la fête, quand j'ai fait trucs, c'est vrai aussi. Et après, ils vont dire, ah, mais Loïs, en fait. Et c'est cool. C'est rigolo. Si t'es juste plat, c'est pas drôle. D'où les multiples casquettes que je disais dans mon Ouais, au et tout tu vois, début du ça, podcast. ouais, et ça me donne aussi plein d'outils différents. Parce que le fait que je sois un peu grimpeur, que je sois beaucoup sport de combat, que j'ai voyagé aussi. Tu vois, je me suis entraîné en Thaïlande, en Hollande, aux États-Unis, au Brésil. J'ai vécu des expériences parfois un peu livrées à moi-même aussi dans certains trucs. Bah, ça donne aussi un truc. Hein. Comment tu vois l'évolution de la prépa physique dans les années à venir? Ça fait 2 ans que j'annonce en me plantant que l'approche écologique va prendre de la valeur. Je pense que l'approche écologique va prendre de la valeur. Ce qu'on appelle l'approche écologique, c'est le fait de mettre plus en lien l'athlète et son environnement et de créer un environnement pour faire progresser l'athlète. Donc c'est ce qu'on appelle l'approche par contrainte, ou également aussi d'une autre manière, une version un peu différente de l'approche par contrainte, c'est la pédagogie différentielle de Schöllhorn. Je pense que c'est des trucs qui vont prendre un peu plus de poids dans le sport. On va sortir un petit peu plus, je pense, de l'apprentissage exercice 1, exercice B, exercice C égale outcome D, ce qui revient, entre guillemets, à donner la réponse, tu vois, comme on fait un peu, on apprend une réponse type, et après, quand on fait l'exercice, on voit si on a bien retenu la réponse. C'est un peu le système scolaire global. Mais plus à avoir l'entraînement comme des questions qu'on pose à plusieurs niveaux, au niveau physique, au niveau émotionnel, parfois même au niveau culturel, et à faire en sorte que l'émergence de cette question, la réponse, soit une émergence, que le fait de poser des questions régulièrement va créer chez l'athlète des invariances, des réponses qui va en créer et qui vont devenir son set de solutions pour, à son tour, répondre à des problèmes. La performance, c'est toujours un problème. Elle n'est jamais identique. La situation de compétition, elle est toujours un peu différente. Elle se présente toujours de manière différente. Je pense que dans tes partenaires d'entraînement, quand tu fais des sparring, t'as jamais exactement le même sparring avec un gars. Et si on vous met, toi et ton pote qui vous entraînez et qu'on vous dit, voilà, c'est la finale pour un tournoi à $1 million, vous n'allez pas vous taper dessus comme vous vous tapez dessus à l'entraînement. Même la pression que vous allez ressentir, tout va être différent. Il y en a un qui va peut-être surperformer, l'autre sous-performer. Parce que quand je vous dis, les gars, on va s'affronter pour $1 million, je pose une question. Si je vous dis maintenant, les gars, on va s'affronter pour $1 million, mais l'autre, il est condamné à mort, celui qui perd. Je repose encore une autre question. Si je vous dis la même chose, mais je vous mets sur une plateforme de 5 mètres par 5 mètres à 100 mètres de hauteur, je vous pose encore une autre question. Et je prends ces exemples
pas au hasard, parce que je pense qu'ils représentent tous un archétype de la performance. Tu vois, le vertige d'être en situation de compétition, la pression, la réussite ou la sensation de mort et de honte quand tu échoues. Ouais, c'est assez global, ouais. C'est global, en fait. Et c'est des questions que tu dois poser à l'entraînement. De plein de manières différentes. Tu peux pas les poser tout en même temps parce que ça s'appelle la compétition. Mais tu peux préfatiguer un athlète et lui demander de réaliser une performance pour voir comment il va s'auto-organiser pour réussir quand même. Et d'ailleurs, on s'aperçoit, c'est un peu ma petite pique à l'affûtage, on s'aperçoit que parfois, même avec des situations de fatigue importantes, les athlètes trouvent des solutions pour surperformer. Par rapport au week-end de la performance, là, c'est que en présentiel, il n'y a pas moyen de suivre ça à distance? J'imagine que de ce que je vois là, Julien va enregistrer des trucs. Mhm. Mais te confirmer que ça va être rediffusé après, je sais pas. Ok. Bon, Je pourrais... je suivrai ça, je regarderai ça. Ouais. Bon, on va pas parler de l'Irox, hein, parce que je... Oh. Non, Non, bah c'était juste après, ça reste une discipline, hein, c'est cool. Hein. Et le seul truc qu'il faut relativiser sur l'Irox, c'est que, encore une fois, j'enlève rien, mais le sport, aujourd'hui, on a quand même on a des disciplines sportives à très haute densité compétitive. Tu prends le judo en France. Historiquement, peut-être on a la deuxième meilleure nation de tous les temps. Je te garantis que n'importe quel top 20 première div français en judo, qui fait un peu de prépa physique régulièrement, il va faire un Irox, il fait bien. Alors, pas aussi bien que le premier, le meilleur Oui, bien français, évidemment. mais tu lui laisses 2 mois, je pense qu'il peut être pas loin. Parce que entre sa VMA, ses niveaux de force et sa PPG, dans les disciplines, il faut faire attention, souvent dans les jeunes disciplines, t'as pas encore ni la génétique, ni la démographie qui font que tu vaux, entre guillemets, ce que ça vaut dans certains sports. Tu compares pas champion du monde d'Irox avec champion du 800 mètres ou du 400 mètres en athlée. Je veux dire, les mecs, ils sont même pas dans la même sphère à aucun moment. Je veux dire, il suffit d'aller sur une piste d'athlée et de regarder un groupe qui fait du 800 ou du 1005 qui court, bah tu vas être humble. Hein. Tu vas te dire, ok, d'accord. Quand tu vois certains de ces mecs-là, les cuisses qu'ils ont, la musculature qu'ils ont, on va dire surtout entre le 400 et le 1005, moi, tu me les laisses 6 mois, ces mecs-là, bah, je te prends mon pote Fédé, je prends mon pote Federico dont je te parlais tout à l'heure et son frère Alberto qui ont été nageurs à très haut niveau en eau libre. Tu me les laisses 3 mois, je pense que sur l'Irox, il faut un carnage. Donc, cool, profitez, faites du sport, partagez-le sur les réseaux. Si vous faites une première place, attention, c'est super bien. Il y a mon ami Valentin là qui vient de faire une super perf, Valentin Copain qui a fait une super perf à l'Irox de Nix. C'est super cool parce qu'il s'entraîne super dur. Mais même Valentin, si tu lui poses la question, en plus, il va être hyper objectif, quoi. Ils savent que dans certains sports, t'as des monstres. Donc, il faut savoir où tu te situes dans ton classement sur l'Irox, mais où aussi tu te situes par rapport à d'autres sports. Dans d'autres disciplines, ouais. Ouais. Et du coup, avec l'essor de l'Irox, pour toi, quelle serait la prochaine mode un peu du fitness? Est-ce que tu vois un truc qui pourrait émerger Bah, t'as ATX qui prochain. arrive là. Atlex, je pense que ça s'appelle ATX, ouais, de Adidas là. Qui est un peu un mix. En fait, ils sont sur pas mal, ils sont un peu entre le concept qu'on avait chez Strong First sur le Tactical Strength Challenge, un peu l'Irox et le CrossFit. Donc eux, ils sont sur un truc un peu mixte. Franchement, tu vois, les gars de Irox, ils ont fait le taf hein, quand même. Hein. Ah ouais, non, mais c'est clair, c'est un truc... ils ont quand même bien monté leur business. Hein, Ouais, et puis c'est des anciens athlètes de haut niveau qui sortent d'écoles de commerce, de ce que j'ai compris. Donc les gars, ils ont monté ça comme une entreprise sur lesquelles ils voulaient faire des appels de fonds, de la valo. Donc ils ont tout benchmarké. Voilà, c'est. Tu sais, t'as des boîtes qui ont. Tu prends CrossFit par exemple, ils sont devenus énormes avant de savoir qu'ils l'étaient. Il y a eu une croissance organique, naturelle de CrossFit qui n'a pas été prévue. J'ai d'autres exemples comme ça de boîtes que je connais. Irox, ils avaient prévu leur croissance. Donc te dire laquelle après... Et pourtant, tu dis, est-ce que
ATX, je crois que c'est ATHX, je crois, de Adidas là, qui est en train d'essayer d'émerger, qui sortent au même moment, qui ont pourtant Adidas derrière. Adidas, c'est eux qui étaient derrière CrossFit au début. Hein. Ok. Ils étaient au début, puis après ils ont racheté Reebok et ils ont mis Reebok. C'est quand Reebok a été racheté par Adidas hein, que Reebok a été sponsor de CrossFit et de l'UFC. Mais tu regardes au tout début, CrossFit était avec Adidas. Ouais, c'est ça, ATHX Game, ouais. ATHX, ouais, c'est ça. Est-ce que ATHX, ils vont passer devant Aerox ou ça va être un trend qui va partir? Ou ça va être un peu le mode D de la Spartan Race, tu vois, le petit truc, la side quest. Est-ce que ça va être le truc sur lequel les mecs se font faire un peu de PPG, ils avaient pas d'Aerox, ils vont faire un ATH6 et puis ou pas. Est-ce qu'ils vont péter? Je sais pas. Est-ce que peut-être qu'à un moment, c'est mon espoir, on va revenir à un truc. C'est ce qu'on dit, ce que disait Pavel Sassouline. Est-ce qu'à un moment, la force telle qu'on la pratique chez Strong First, ça va devenir cool? C'est-à-dire, ça va être cool plutôt d'arrêter de dire ouais, moi, que c'est bien joli de vouloir sauver la planète toutes les 5 minutes. Tu vois, en disant ouais, l'écologie, le truc, et d'aller sur un événement au lieu de dire bah en fait moi je m'entraîne chez moi avec un kettlebell, je suis sobre. Voilà, est-ce qu'il y a cette forme de sobriété va prendre une place dans l'entraînement? J'aimerais bien un peu plus en tout cas que ça s'équilibre. Regarde, on parlait de Rudy Koya au début. Il y a un retour, alors là maintenant il est sur l'Irox, mais il y a un retour du body de ouf qui était pas prévu. Il y a 10 ans, le bodybuilding c'était vraiment un truc, c'était un truc de niche. C'était devenu un truc de niche. Maintenant ça revient un peu à la mode. Après, Rudy, ouais, il est sur l'Aerox. Après, il est plus maintenant, je pense, sur le bien vieillir avec son protocole 40. Et je pense que la muscu, de sens, ça reste toujours un truc qui l'anime. Hein, ça, il le dit. Hein, il s'entraîne toujours parce qu'il aime s'entraîner et pas pour un paraître ou autre. Hein, mais Je te disais ça dans le sens aussi où lui, il a été un peu précurseur du côté culturisme naturel à une époque en France où, tu sais, il y a eu les années 90. Si tu regardes les vieux documentaires 80-90, c'est un peu l'âge d'or de la force athlétique. Avant le renouveau. Hein. Mais tu sais, la force athlétique comme niche hardcore, tu sais, t'as toujours, comme la boxe taille aujourd'hui, c'est courant. Mais dans les années 90, quand t'as Joe Precia, quand t'as tous ces mecs, tu vois, qui vont combattre en Thaïlande et tout, 80, 90, la boxe thaï, c'est le truc hardcore. Puis nous, dans les années après 2010, on a le CrossFit. T'as toujours besoin d'un truc hardcore et d'un truc mainstream, qui sont un peu, voilà. Rudy, lui, il a été un peu dans la force et dans le culturisme après l'âge d'or. Tu vois, dans une époque un peu les années 2000, tu vois, dans ce trou. Et il a amené des choses, hein, tu vois, traduction d'articles, etc. Mais aujourd'hui, ça revient, genre, tu vois bien, les Instagrammeurs, les mecs qui ont un peu des pages qui sont un peu connus sur le culturisme et tout, ils ont eu une grosse croissance. Donc, c'était pas prévu que le culturisme revienne à la mode. on verra bien si ATHX sera la prochaine mode. On va suivre ça. Moi, je pense qu'il y a des chances que... Alors, ça peut être cool, hein, le format est cool, mais il y a des chances que ça se trouve. Et que Irox reste number one. Ouais. Déjà, il y a CrossFit aussi, hein, qui est toujours derrière. Toujours derrière, quand même, ouais. Ok, bah écoute, j'ai terminé la trame principale. Je sais pas si tu as déjà écouté des autres épisodes de moi jusqu'à la fin ou pas. Ou tout court même. J'en avais écouté, mais alors pas jusqu'à la fin, parce que comme j'écoute toujours 20 000 trucs en même temps, je prends, je reviens, je prends, je reviens. Non, mais c'est bien, du coup, t'as pas les petites questions de fin que je pose d'habitude. Ah, bah, vas-y alors. Pour toi, quel est le meilleur exercice polyarticulaire? Turkish Get Up. Si tu ne devais garder qu'un seul complément alimentaire? Pour moi ou pour la plupart des gens? Les deux, tiens. Pour moi, je pense le mieux pour tout ce que je fais, c'est zinc magnésium. Parce que en fait, ça me donne un équilibre sur le nerveux. Et pour la plupart des gens, je dirais, pour moi, le roi des compléments alimentaires, c'est la créatine. Parce que le type d'effet que t'as, en fait, de la force jusqu'à la santé cognitive est vraiment cool, quoi. Et puis c'est super étudié, c'est safe. D'ailleurs, il y a eu un gars là qui est parti à l'hosto. J'ai lu ça.
En fait, il avait laissé son pot de créatine dans un placard pendant quelques mois, tu sais. Ouais, Quand il l'a récupéré, c'était un bloc bien dur. ouais. Du coup, bon, il a cassé un peu le bloc, il l'a pris quand même et le lendemain, hosto, au fait. Ce qu'il y a, c'est que on pense pas, mais c'est pour ça qu'il y a des petits sachets pour absorber l'humidité dans la plupart des compléments. Et ce qu'il y a, c'est que ça avait pris l'humidité, ça a Ça a développé les moisi? Ah bactéries ouais, ouais. et du coup, le gars, ouais, malade de fou. Bah après, ça reste si c'est un complément alimentaire, à un moment, il y a une date limite de consommation aussi, et il faut quand même surveiller ces trucs aussi, tu vois. Le yaourt, il aurait pas fait la même chose avec un yaourt, j'imagine. Ça, c'est sûr. Est-ce que tu as un conseil bien-être qui va au-delà du sport? Euh, ouais, tu sais, t'as un truc que je conseille souvent aux gens de regarder, c'est la Harvard Happiness Study. C'est une étude longitudinale sur plus de 70 ans sur l'espérance de vie qui a été faite par Harvard sur plusieurs types de populations. Ils ont interrogé les gens, leurs descendants, sur plein de marqueurs, biomarqueurs, etc. Et le truc qui maintient le plus en vie, c'est la qualité des connexions sociales. Donc le grip, c'est bien, le cholestérol, c'est bien, plein de trucs sont bien, mais la qualité des rapports sociaux et des gens avec qui on est en interaction, c'est hyper important. Avoir des gens avec qui on est... faut avoir des gens avec qui on a une sorte de stimulation intellectuelle, des gens avec qui on a un apaisement, des gens avec qui on peut juste chiller assis. Tu vois, avec Sophie, ma meilleure amie, par exemple, elle se pose, elle a un bouquin à côté, j'ai mon tel à côté, on peut rester 4 heures comme ça. Voilà, je pense que la qualité des relations humaines, elle est importante. Avec Fred, on s'envoie des... Ouais, mec, j'ai fait ça, truc et tout. Tu vois, voilà, ce type de relation de qualité, je pense que c'est le truc le plus important qu'on peut avoir dans la vie. Ouais, parce que j'ai vu, t'as le même noyau quand même depuis plusieurs années, toi. Oui. Ouais, moi, je suis pas... Après, je suis quelqu'un de... Bon, après, il y a des changements, il y a des trucs, il y a des prises de tête et tout, mais moi, globalement, je suis assez fidèle en amitié. Je suis assez simple aussi dans mes relations. Hein. Un morceau de viande, des gens, une table, je suis content. Donc, du coup, c'est pas... Ouais, je pense que c'est ça qui est vraiment... Et le fait d'être capable de garder les gens aussi dans la durée, ça veut dire qu'on est capable de dire qu'on est désolé, qu'on s'est trompé. Ça fait partie d'un développement personnel. Tu vois, d'une manière générale, je pense que ça répond aussi à ta question. Je pense que ce qui cause le plus de problèmes aux gens dans leur performance sportive ou dans leur capacité à entraîner, c'est parfois un manque de développement personnel. C'est que le chemin que tu fais, et ce développement personnel, en plus, je suis en train d'apprendre à 43 ans qu'entre 40 et 43, t'apprends plus qu'entre 30 et 40. Tu vois, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une sorte d'accélération du temps, le temps passe plus vite à mesure que tu vieillis. Parce qu'en fait, quand t'as 10 ans, ça représente 100% de ta vie. Quand t'as 40 ans, ça représente un quart. Et donc, en fait, plus le temps passe, et plus il a une forme de compression. Il y a une sorte il passe plus vite. Et t'apprends aussi plus vite. Et tu utilises plus ce que tu connaissais avant. Donc, ce que j'ai appris, bah maintenant, quand t'as appris dans le sport depuis 30 ans, parce que tu fais du sport depuis que t'es gamin, et que tu étudies l'humain depuis que t'es gamin, bah, ton développement personnel, il est exponentiel. Si t'as envie d'être dans le développement personnel, tu peux rester un connard à n'importe quel âge. Y a aucun problème, t'as des vieux cons, et oui, mais moi, comme je suis vieux, j'ai raison. Non. Mais par contre, t'as pas forcément raison parce que t'es plus vieux, mais quand t'as passé ta vie à essayer de progresser sur ces aspects-là, il y a une forme encore une fois, d'effet boule de neige qui se fait, et qui fait que, ben, tu prends parfois des avis ou des développements sur toi qui sont intéressants, et qui contrebalancent quand même bien qui sont hyper importants pour continuer de se développer dans le sport. Tu vois, je veux dire, un mec de 50 ans, et j'en ai connu, qui sont venus me voir parfois, des mecs de 50 ans, qui sont dans le fait de se détruire à tout prix pour réussir, parce qu'en fait, ils veulent faire moins de 4 heures au triathlon de Nice, malgré 4 tendinites, le genou éclaté, le truc et tout. Tu te dis, c'est un peu dur. Bon, on va garder la citation. Tu peux rester un connard toute ta vie, mais je vais te demander si t'en as une autre. Est-ce que t'as une citation ou une phrase motivante qui t'inspire un peu? Pas besoin d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer. Ok, pas mal. C'est une phrase qui m'a été donnée citée par mon prof de karaté, Jacques, qui m'a aussi passé un des meilleurs livres que j'ai pu lire de ma vie, qui est Entretien avec mon maître, qui est un livre sur le judo de Jean-Lucien Jazarin. Et
Pas besoin d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer. Pour moi, c'est ma phrase. Quel conseil tu donnerais au toi d'il y a 10 ans? Euh... Au mois d'il y a 10 ans, alors attends. Il y a 10 ans, Me sors pas que t'avais 20 ans. Hein. non, j'avais 33 ans. J'avais 33 ans. Alors, au mois d'il y a 20 ans, c'est plus facile. Au mois d'il y a 10 ans, Bah, au toi d'il y a 20 ans, vas-y. C'est plus facile. arrête de fumer des joints et d'essayer de... Bip tout le temps. Alors, ça a peur pour les Divix, mais Non, mais y a pas que les filles, y a pas que les filles et la weed dans la vie. Moi, quand j'avais 20 ans, à 30 ans, il y avait plus la weed, il y avait toujours les filles. y a- un peu moins. Mais non, je me dirais, ouais, non, par contre, non, le vrai truc que je me serais dit à 20 ans, parce que c'est marrant, mon fils m'a posé la question il y a pas longtemps. Mais n'attends pas les autres. J'ai passé beaucoup de temps à attendre les autres parce que j'avais des envies collectives de faire les choses. Et puis les gens, en fait, ils te suivent quand ça les intéresse, ils te plantent, ou en fait, tu les attends, ils viennent pas. Donc à 20 ans, j'ai perdu beaucoup de temps à chercher l'attente des autres. À 30 ans, j'ai beaucoup appris à construire les choses par moi-même, toujours en étant aidé par des gens. Et le conseil à 30 ans, 33 ans, ça aurait été probablement de... c'est pas évident comme question. Je pense que le principal conseil que j'aurais pu me donner à 33 ans, c'est ce que j'essaie de faire aujourd'hui, c'est de communiquer avec plus de bienveillance avec les autres. Je pense qu'à 33 ans, le truc qui m'a posé parfois le plus de problèmes, ça a été encore mon caractère. De m'énerver vite, d'envoyer chier les gens, et d'être capable de les blesser avec des mots. Ce que j'essaie de moins faire aujourd'hui. Ce qui est difficile parce que quand tu le fais moins, les gens le font plus avec toi aussi. Donc t'es obligé de garder ton calme. Je pense que ça m'a fait perdre du temps et des relations et ça a fait un peu de mal aux gens. Et j'aurais pu construire plus de choses en étant peut-être plus harmonieux. Après, on garde toujours l'option peut-être qu'on s'adressait pas aux bonnes personnes aussi. Ouais, tu manquais un peu de tact. Ouais, beaucoup, ouais. Où te vois-tu dans 10 ans? Écoute, je pense que j'aimerais bien, dans 10 ans, j'aimerais bien faire grandir Strong First France, encore. J'aimerais bien petit à petit m'éloigner du sport de haut niveau pour être un peu dans le conseil ou dans le travail avec les autres, dans le consulting, mais moins au cœur entre guillemets du sport de haut niveau. J'ai déjà arrêté le Nice Volley cette année, tu vois. Je me vois m'en éloigner petit à petit. J'ai jamais kiffé l'idée d'être un vieux coach. Tu vois, je trouvais ça. Tu sais, j'avais l'idée un peu peut-être gamin, tu sais, du prof de sport en survêt, tu sais, avec le t-shirt rentré dans le survêt. Et pour moi, c'était ça, un coach de 50 ans. Et j'aime pas non plus l'idée d'être tu sais, le vieux coach entretenu, tu vois, qui fait des UV, voilà. Donc, je suis genre, on se positionne par les extrêmes, hein, tu vois, je me positionne au milieu. Hein. Mais j'aimerais bien avoir mon petit dojo de JJB, petit ou plus grand. J'ai des objectifs. J'aimerais être toujours dans le sport de haut niveau. J'aimerais amener des gens à très haut niveau dans ce sport-là, mais en tant qu'entraîneur. À voir quelle forme ça prendra. Voilà. Et j'aimerais... Ça, c'est un petit rêve aussi, mais j'aimerais être une sorte de référence un peu dans l'entraînement sportif. T'as des gens aujourd'hui qui ont entre 50 et 60 ans, même un peu plus. Tu vois, des gens qui ont marqué l'histoire du sport. Alors, tu vois, c'est le côté, en fait, on reste un peu caché derrière nos sportifs, mais il y a des entraîneurs, tu vois, quand je te dis Heger, tu connais, quand je te dis Poliquin, tu connais, quand je te dis Cometti, tu connais. Alors, j'ai pas l'espoir d'être aussi grand que ces gens-là, mais j'aimerais quand même marquer mon époque et qu'on se souvienne un peu. Donc, peut-être qu'il faudra que j'écrive un bouquin à un moment, que je fasse des trucs aussi pour ça, pour rester un peu. Mais j'aimerais bien être reconnu comme une référence dans mon milieu, en faisant mes petits trucs à côté et surtout en ayant un peu
construire mon chemin comme j'en avais envie. Tu vois, de manière un peu différente des autres. Du coup, est-ce que tu as un projet perso ou pro en cours actuellement? Plein. Écoute, j'ai repris Strong First France là en fin novembre après le décès d'Alexei. Donc Strong First France, Belgique, Luxembourg. Donc j'aimerais développer, c'est mon projet pro un peu principal. Là, en pro, bah écoute, on a une nouvelle génération de nageurs au club là aussi qui sont qui vont être qu'on essaie de préparer pour les prochains Jeux Olympiques. On a des jeunes, on a un groupe élite avec des jeunes et des 20-25 ans, on va dire, et des 15-20 ans. Donc bah, ceux qui sont plutôt sur le 18, les amener vers leurs premiers Jeux Olympiques, première sélection internationale en A, ça serait cool. Et puis projet perso, moi je veux une vie très simple, hein, une maison dans la nature, si possible un peu dans la montagne. Je rajouterais pas un pick-up et un fusil, mais tu vois, juste un pick-up, ça m'irait. Et un truc vraiment où je peux vivre de la manière la plus simple et la plus naturelle possible. Je descends bosser, je donne mes cours de JJB, je remonte, je m'occupe de ma famille. Good enough. Tant que j'ai un peu de wifi pour regarder des mangas et faire mes recherches, ça me va. J'ai pas besoin de plus. Une salle d'entraînement, tu vois, j'ai ma salle derrière moi, là, tu vois, je suis dans mon home gym. Tant que j'ai ça, pas besoin de plus. Et la dernière question, est-ce que tu as une personne à recommander pour un futur podcast? Personne à recommander pour un futur podcast. Peut-être un athlète à toi qui a un parcours un peu particulier, atypique. Alors attends, j'ai toujours plein de gens, mais là, comme ça, qui me vient là tout de suite. Bon, après, tu peux réfléchir tranquillement et puis si tu as des idées, tu peux toujours... Mais non, Fred, tu l'as déjà eu? Fred Cossé? Non, on me l'a déjà recommandé. Le problème cas, c'est que j'ai pas encore trouvé de sujet parce que c'est toujours pareil, tu sais, si c'est pour discuter du parcours de vie, machin, ça, bon, bah, tu tapes Wikipédia, tu trouves tout, t'écoutes déjà 45 podcasts de la personne, donc... Valentin, tu l'as eu? Valentin, je l'ai eu, bien sûr. Valentin, tu l'as eu? Nico, tu l'as eu? Vandel? Non. Nico Vandel sur l'endurance, quand même. C'est cool. Et peut-être que, tu sais quoi? Pourquoi t'invites pas Julien de Secret d'entraîneur? Parce que depuis le temps que lui aussi il doit se faire interviewer, alors en plus, bon, c'est des podcasts, mais c'est pas non plus de la concurrence, j'imagine, vous êtes sur des trucs, tu vois, et puis il y a de la place pour tout le bien monde. sûr, après moi, de toute façon, il y a aucune... Mais t'as Julien, tu vois, t'aurais un truc qui est un peu différent sur le sujet aussi du développement de podcast. Écoute, je vais réfléchir. Après, t'as toujours des gens qui sont intéressants. Tu vois, les gens que je t'ai cités tout à l'heure, qui ont des salles Strong First aussi, qui veulent développer l'école. Lise et Guillaume à Nantes, Alexis, Kevin, Florian, tous les gens qui font cet effort-là d'entrepreneuriat. Dans des salles, j'en connais plein. Hein, j'ai des copains en Belgique, en Luxembourg. Je pourrais tous les citer, hein, Nancy, Santo, John, Josh, tous ces gens-là qui à un moment font le choix aussi de développer des structures un peu en marge des marques, de CrossFit, d'Irox, de franchise, et qui croient un peu dans leurs propres produits. Moi, je trouve ça extraordinaire. Je trouve que c'est des gens qui ont toujours un discours sur le sport, sur l'entrepreneuriat et sur le rapport avec les gens qui doit être mis en avant. T'as Mathieu. Franchement, je pourrais te recommander d'inviter Mathieu Sûr dans ton podcast, qui a une petite salle à Aix-les-Bains, mais qui lui a un parcours intéressant parce qu'il a été dans les forces spéciales en plus. Il a été mon stagiaire quand j'avais mon studio de coaching. Je l'ai préparé pour son SFG1 en 2017. Et maintenant, il est plutôt dans le trail, etc. Il coach des trailers en prépa physique. Il a une appli sur la prépa physique. Et c'est mon copain, Mathieu. Mais pareil, quoi, c'est quelqu'un d'assez qui a eu une vie extraordinaire aussi. Tu vois? Ouais, bah, je prends note de tout ça. Il y a pas mal de monde. Ouais, je te donnais. Le mec qui avait personne en tête. Enfin, moi qui avait beaucoup de monde, mais pas... Ouais, t'as les gens de la cave aussi. T'as Valérie qui a la cave à Paris, et t'as Thomas Serboneski qui est team leader Strong First aussi, tu vois, qui est aussi prépa physique de l'équipe de France de lutte depuis de nombreuses années. Donc tu vois, des gens, bah après, je t'enverrai des trucs, mais des gens intéressants, il y en a plein. Hein. Ouais, bah j'imagine, mais c'est pour ça toujours, j'aime bien me renseigner auprès des gens que je reçois sur le podcast.
Ouais. Après, dans l'entraînement fonctionnel, t'as Mika Gentili aussi, tu sais, qui travaille beaucoup avec du Club Bell, Mace Bell, tu vois. Donc, qui a une vision sur l'entraînement qui est intéressante aussi. Oh, t'as des trucs cool. Federico Brumana, mon pote qui était entraîneur en natation, qui est Ido Portal aussi maintenant, il fait beaucoup de trucs. Strong First aussi. Pareil, parcours de vie incroyable. Bah, c'est bon, j'ai des invités pour tout 2026. Voilà, je t'ai fait la liste. Ok, bah écoute, Loïs, on va clôturer ici. Je te remercie de m'avoir donné toutes ces réponses et le temps que tu m'as accordé. Avec grand tes plaisir. projets. Et puis, on se dit à bientôt. Oui, à bientôt, ça marche. Merci Seb. Ciao. Ciao. Si cet épisode t'a plu, partage-le à quelqu'un qui pense que la force se limite au bras, alors qu'elle commence sous ses pieds. Merci à Loïs pour son expertise, sa vision et sa passion pour la performance utile. Si tu veux soutenir le podcast, pense à t'abonner, laisser une note et un commentaire, c'est ce qui permet de faire venir toujours plus d'invités d'exception. Et d'ici là, comme d'habitude, on reste focus et on enclenche le changement. À plus, bye bye. Focus Podcast.